Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Quel est le meilleur programme de préparation physique pour l'endurance? Nicolas Vandel est coach sportif, expert en préparation physique et endurance. Après avoir travaillé pendant 10 ans avec l'équipe de France de ski nordique, il a lancé Agile Training pour aider les coureurs à atteindre leurs objectifs, qu'ils soient sur route, trail ou ultra trail. Dans cet épisode de Nutstalk, Nicolas partage les secrets d'une préparation physique réussie. Il explique comment adapter l'entraînement à ses besoins et à ses objectifs pour être efficace et durable. Il partage ses conseils pratiques sur l'intégration du renforcement musculaire dans un programme d'entraînement, les différentes approches pour développer la force et l'endurance et comment équilibrer l'entraînement entre la course à pied et la musculation, même pour ceux qui ont un emploi du temps chargé. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute. Bienvenue dans le Nutstalk, Nicolas. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà te présenter ton parcours, qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Alors, moi, c'est Nicolas Vandel. Alors, je suis coureur à mes heures perdues, mais je pense que c'est pas pour mes grandes performances que tu me reçois aussi. Je suis aussi entraîneur et préparateur physique, où j'accompagne pas mal de gens sur de la course à pied notamment. Donc, pour la faire très simple, j'ai travaillé avec l'équipe de France de ski nordique pendant 10 ans, où j'avais notamment pendant 7 ans en charge de la prépa physique du groupe Relève Junior. Et puis, en parallèle à ça, j'ai ma boîte qui s'appelle Agile Training, où j'accompagne des sportifs amateurs, en fait, beaucoup en course à pied, hein, principalement, que ce soit sur route ou sur trail, voire ultra trail hein, pour certains, plutôt des sportifs amateurs, en fait, dans leur progression et dans leurs objectifs. Et à côté de ça, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Endurance 30 et j'ai écrit un livre, La prépa physique de l'endurance, qui est sorti en novembre 2023 et pour lequel j'ai déjà eu pas mal de ventes et de bons retours. Donc voilà dans les grandes lignes pour me présenter. Et à titre perso, j'habite dans le Jura, donc le chemin d'entraînement, c'est du trail. J'ai déjà fait un ultra trail, c'est pas trop mon truc, à vrai dire. Et là, j'ai pris du plaisir sur marathon, par exemple, l'automne dernier. Donc, je vais en refaire un au mois de décembre. Donc là, je suis un peu en train de m'orienter un petit peu sur la route. Alors, c'est pour ça que quand je te dis, tu ne me reçois pas pour mes performances ahurissantes, hein. Mon premier marathon, c'était 2,52, donc c'est quand même 50% plus lent que les meilleurs, on va dire ça comme ça. Et là, je vais essayer d'aller chercher les 2,45, mais j'en suis pas là encore. On va essayer de travailler. C'est quoi qui t'a plu, toi, dans l'endurance? Euh, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors, j'ai pas le physique d'Obélix, hein, mais en fait, bêtement, en dessous de chez moi, il y avait la piste de ski de fond qui passait. Donc, j'ai été sur les skis en même temps que j'apprenais à marcher. Et après, la pratique compétitive du ski de fond fait que tu prends goût à l'effort d'endurance. L'entraînement pour le ski de fond, c'est de la course à pied, même si on joue au foot, hein, au tennis, etc. Quand on était gamin, c'est évidemment pas hyper spécialisé et ça serait une erreur. Mais depuis tout petit, en fait, on jouait dans la forêt, on allait courir, on allait marcher, on allait faire du ski, du vélo, etc. Donc, en fait, c'est culturel, on va dire ça comme ça. Et je pense quand même que l'endurance, ça reste quand même génétique. On est des animaux d'endurance. Donc finalement, je me suis retrouvé là-dedans, dans ce qui est inscrit dans nos gènes, en fait, finalement. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'ai l'impression que tu prends plus de plaisir à entraîner les Ouais. personnes que toi,
t'entraîner entre guillemets toi, non pas que tu t'entraînes pas, mais par rapport à l'endurance où tu as dit du coup, ben, le trail, c'est pas vraiment ton truc, tout ça, mais tu entraînes beaucoup de personnes là-dessus. Mhm. Heu, pour pour quelle raison en fait? Je me demande, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu un décalage. Ouais, non, après, moi, j'adore m'entraîner, hein, j'adore courir, j'aime bien aussi faire du renforcement au-delà de la performance ou de la prévention, c'est que j'aime ça. Et quand je m'entraîne, c'est quand même beaucoup en trail. C'est plutôt l'ultra qui est pas trop mon truc, et mécaniquement et mentalement d'ailleurs. Mais je prends autant de plaisir justement à entraîner les gens parce que déjà, c'est mon boulot. J'ai choisi ce boulot parce que j'aimais ça. Et ce que j'aime, moi, c'est construire une progression justement avec les gens, les accompagner et leur faciliter la tâche. Et je suis autant content quand ils réussissent, hein, très sincèrement, leurs objectifs que quand moi, égoïstement, je mets mon dossard une ou deux fois par an pour faire ce que j'avais prévu. Et ce que j'aime en fait pour les gens ou pour moi, c'est un peu le process, c'est la construction et finalement la compète. Alors tu t'entraînes pour la compétition, hein, c'est une validation, mais je la différencie dans ce que j'ai pu faire avant ou ce que je peux faire un tout petit peu maintenant. La logique de très haut niveau ou de sport élite, où là c'est autre chose, mais chez la plupart des gens, évidemment, on s'entraîne pour une compétition. Mais les enjeux, c'est quand même aussi de prendre du plaisir et de se faire plaisir dans la prépa. Et finalement, derrière, quand on regarde ce qu'on a fait, ben, on retient souvent les gens, en tout cas, autant le jour J que toute la prépa qu'on a vécue avant. Donc, c'est le plaisir que je trouve là-dedans, c'est de construire brique par brique, entre guillemets, avec les gens, leur progression. Donc, ouais, quelque part, j'aime autant m'entraîner qu'entraîner, mais c'est sur le même niveau. Donc, ouais, tu as raison. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de prépa physique, pour l'endurance. Ouais. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire, un petit peu les éléments clés, d'une bonne préparation physique? Bah, je pense pour moi, elle doit correspondre, et c'est comme l'entraînement en général, aux attentes et à l'adhérence des personnes. C'est-à-dire, on appelle ça aussi l'affordance, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que les gens se l'approprient. Et pour qu'ils se l'approprient, il faut que ça corresponde à la fois à leurs besoins et aussi à leur manière de penser et de fonctionner. Je donne un exemple, hein, on lit partout qu'il faut faire de la force maximale. Alors, c'est très bien de faire de la force maximale, mais c'est-à-dire que déjà, il faut être formé pour la faire, donc ça prend du temps. Et le deuxième point, c'est qu'il y en a, ça va les saouler d'aller à une salle, se déplacer, lever des charges lourdes, prendre des temps de récup importants, etc. Ça ne va pas forcément leur correspondre. Et je pense que le meilleur point, et ça va correspondre à d'autres, hein, évidemment, le point principal justement d'une bonne prépa physique, c'est simplement qu'elle s'intègre facilement à l'entraînement général et aux attentes et aux envies des personnes. Et finalement, pour moi, la prépa physique en endurance, dans beaucoup, beaucoup de cas, c'est de la PPG, c'est de la préparation physique générale. Et j'ai presque envie de dire que l'enjeu, il n'est pas de savoir si on pousse un petit peu le curseur sur la force ou sur la puissance, c'est plutôt est-ce qu'on est capable de proposer aux gens toute l'année de faire du renforcement pour soutenir leur pratique et leur santé. Est-ce qu'il est indispensable de alors du coup, là, c'est pas mal parce que tu as parlé du coup, de PPG, de force maximale, donc on va creuser un petit peu tous les sujets. Mhm. Hem Est-ce qu'il est indispensable vraiment de réaliser du renforcement musculaire, durant toute l'année? Ou alors, comme on entend, peut-être, la plupart du temps, certains l'hiver, ils font le renforcement musculaire et puis, ben, l'été ou dès qu'il fait beau, on fait que courir et du coup, on arrête, cette préparation, et ce renforcement? Ouais, tout est valable, hein. Franchement, sur le coup, indispensable, non. Franchement, si, j'aime bien résoudre par l'absurde, mais si demain si tu pourrais estimer ce qui est indispensable ou pas dans l'entraînement, tu te dis, dans 6 mois, je fais un marathon, par exemple, et tu dis, «Est-ce que si je fais que de courir, je vais pouvoir faire mon marathon? Ou est-ce que, si je fais que de faire de la muscu et que je cours pas, je vais pouvoir, faire mon marathon?» La réponse, elle est vite trouvée, donc ça te permet de te dire ce qui est, indispensable ou non. Donc après, ça, c'est le premier point. Alors, c'est pas parce que c'est pas indispensable que c'est pas utile. Et là, on rentre dans une autre discussion. Et par exemple, dans le dernier épisode du podcast que j'ai reçu Méline Rollin, qui est la recordwoman de France du marathon, là. Et elle a finalement commencé le marathon après le marathon d'Amsterdam à l'automne 2023. Et ça fait quand même des années qu'elle court. Elle courait déjà sous les 2,30. Et par exemple, ce n'était pas indispensable. Ça ne l'a pas empêché de courir vite. C'est un exemple. Par contre, depuis qu'elle l'a fait, elle a refranchi un palier. Donc, bien sûr que c'est utile. Bien sûr qu'il y a des gains à avoir. Mais je pense qu'il faut rester mesuré. Euh,
c'est très, très utile pour bien vieillir et c'est très, très utile pour, bien encaisser l'entraînement. Ça, c'est sûr, après plus loin sur les gains d'économie de course, j'ai plus mesuré chez les sportifs récréatifs. Chez les élites qui ont déjà, le facteur, énergétique, en fait, le moteur qui est déjà surdéveloppé, bien sûr que la muscu, ça permet d'agir sur l'économie de course typiquement parce que quand on peut plus agir sur la physio ou très peu, ben, on va aller agir sur d'autres leviers, hein, sur le mécanique. Par exemple, chez la plupart d'entre nous, en fait, quand on va s'entraîner, on va augmenter le neuromusculaire et augmenter le métabolique. Donc, de toute façon, on va quand même progresser. L'économie de course, par exemple, on va avoir des gains dessus aussi en courant par rapport à quelqu'un qui est déjà optimisé. Donc, il faut vraiment faire le distinguo entre les deux, je pense. Mais pour recentrer un peu et revenir à ta question, c'est fortement, pour moi, je conseille fortement le renforcement musculaire dans l'optique de basse santé et d'encaisser l'entraînement. Et 95% des gens que j'entraîne, je leur programme du renforcement musculaire et je peux intervenir uniquement le volet préparation physique, pardon, chez des athlètes élites ou de haut niveau que sur de la muscu quand ils cherchent à optimiser. Mais, et ça, j'aimerais bien qu'on ait du recul là-dessus, c'est pas indispensable à la performance chez la plupart des gens. Oui, la première des choses, c'est déjà commencer à courir et par la suite, si on veut améliorer sa vitesse comme tu as dit ou alors, Mm. enfin, je veux dire que, on va commencer peut-être le renforcement musculaire plus, comme tu as dit, pour bien vieillir et encaisser l'entraînement avant de Ouais. vouloir, performer et faire un meilleur temps. Ouais, c'est exactement ça. Et je vais donner un exemple concret, hein. Admettons que quelqu'un va préparer un trail, hein, sur le coup, à 40 km par exemple. Et ben, au début, s'il n'a jamais fait de renforcement musculaire, je pense qu'il peut se contenter de courir au début, voir comment ça se passe. Après, en intégrer un petit peu dans une optique de basse santé, voir s'il se sent mieux dans sa vie de tous les jours. Et ça, c'est important. Et seulement après, peut-être que quand on va stagner, on va se dire, ouais, mais ok, là, je cours tout ce que je peux, mais je ne progresse plus, etc. Bah, le levier, il va peut-être être sur le renforcement musculaire. Donc, en fait, ça dépend vraiment du profil et des besoins des gens. Mais est-ce que ça change suivant, par exemple, là, tu parles d'un 40 km, est-ce que ça peut changer suivant le profil de la course? Parce qu'on peut faire un 40 km avec, allez, je vais dire, je sais pas, 1000 mètres de dénivelé ou un 40 km avec, peut-être 3000 mètres de dénivelé. Et là, du coup, est-ce que le renforcement musculaire a un impact sur les montées et les descentes ou vraiment seulement sur la vitesse à laquelle, la puissance à laquelle on pourrait, courir plus ou moins vite? C'est intéressant, hein, et finalement, si on parle de performance, hein, sur le coup, parce que c'est l'objet un peu de ta question là, oui, je pense qu'il pourrait y avoir dans l'absolu des renforcements différents, comme ce qu'on va se faire entre un renforcement pour un marathon ou pour un trail long, par exemple. C'est sûr que dans l'absolu, ça ne sera pas exactement le même type de renforcement, même si ça va ressembler, hein, évidemment. Si on fait que des tractions et des pompes, dans les deux cas, ça ne marchera pas. Même si ça peut aider, hein, le haut du corps, la question, elle n'est pas là. En fait, ça va surtout dépendre d'où habitent les gens. Vraiment de mon point de vue, c'est-à-dire que quelqu'un qui habite déjà en montagne et qui est capable de s'exposer régulièrement aux dénivelés et positifs et négatifs aussi pour encaisser les descentes, le renforcement musculaire, il va peut-être être moins important. Je parle chez un athlète de niveau débutant intermédiaire, hein, que quelqu'un qui habite en ville et qui peut pas s'exposer régulièrement justement au dénivelé. Et là, lui, alors c'est pas que ça va être indispensable, mais ça va avoir une incidence et un intérêt beaucoup plus important. Et chez quelqu'un qui peut s'exposer un peu plus, en fait, il faut se dire que si on prend une montée ou une descente, en fait, là où on va progresser en trail, c'est en montant et en descendant. Bêtement, plus on s'habitue à monter ou plus on s'habitue à descendre vite. Et dans le relâchement, plus on va progresser en descente. Et là, le renforcement musculaire peut aider parce que finalement, on se renforce avant d'aller faire de la descente, par exemple sur un cycle. Et finalement, vu qu'on est un peu plus costaud et résilient, eh ben, les descentes, on va mieux les passer. Vu qu'on va mieux les passer, on va progresser techniquement et ainsi de suite. C'est un petit peu un cercle vertueux. Et je ne sais pas si je réponds à ta question en parlant comme ça. Si, si, mais en fait, on comprend bien que finalement, il faut s'adapter
Bah, comme tu as dit déjà à soi-même, déjà, est-ce qu'on court déjà souvent? Est-ce qu'on court déjà qu'une fois? Et finalement, il faudrait peut-être mieux qu'on court déjà 2, 3, 4 fois par semaine avant de mettre, du renforcement musculaire. Est-ce que comme tu as dit, on est en ville ou alors à la montagne? Et si on est en ville, bah, effectivement, peut-être qu'il vaut mieux faire du renforcement musculaire en salle. Mais si on est à la montagne, comme tu as dit, bah, vaut mieux aller courir à l'extérieur et faire des montées, descentes et cetera pour commencer à se renforcer si j'ai bien compris. Ouais, et je rebondis sur ce que tu as dit tout au début. Moi, je suis pas un adepte de dire une période de l'année, on va faire à fond de la muscu et après, on va arrêter d'en faire. Parce que j'estime qu'en saison, si ce que tu as fait en préparation, tu n'en fais plus jamais pendant ta saison, c'est que ça ne sert pas à grand-chose de le faire en préparation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis plus adepte, pour la plupart des gens en tout cas, d'en faire toute l'année. Alors, bien sûr, s'il y a un ultra trail de prévu, là dernièrement, j'en avais une qui était sur le 90 du Mont Blanc. C'est sûr que les 10 jours avant et les 15 jours après, on n'a pas fait de renforcement pour plein de raisons. Mais chez d'autres personnes, par exemple, même qui préparent des marathons ou des ultras, je peux remettre du renforcement un peu léger 5-6 jours avant. Ce n'est pas vraiment un problème par rapport à ça. Et je trouve qu'il faut recentrer sur cette préparation physique générale, cette basse santé. En fait, c'est bouger différemment. C'est finalement la préparation physique. La première vertu, pour moi en tout cas, c'est de venir compenser ce que la pratique spécifique n'amène pas, avant de vouloir optimiser cette pratique spécifique-là. Et justement, de l'avoir tout au long de l'année sans monter les curseurs très haut, bah, ça permet finalement de bouger les tissus, de bouger le corps un petit peu différemment. Et c'est sûr qu'il y a un vrai intérêt à ça. Et tu vois, en parlant, en fait, finalement, je me dis, quand tu me demandes si c'est indispensable, c'est pas indispensable à la perf, mais c'est pas loin d'être indispensable sur le fait d'être en meilleure santé, en fait, finalement. Ouais, je comprends parfaitement. Et est-ce que le renforcement musculaire, du coup, il va prévenir les blessures, donc comme tu viens de le dire, mais j'ai l'impression que quand on fait de la musculation, on se raidit quand même beaucoup. Et du coup, est-ce que ça n'a pas un impact ensuite sur la course? Heu, on serait dit oui et non finalement parce que ça dépend comment on l'est amené, ça dépend des amplitudes qu'on va chercher parce que finalement, si on prend des amplitudes complètes, au lieu de se raidir, on va plutôt, s'assouplir au sens large, hein, parce qu'on va travailler sur le contrôle moteur par exemple. Mais, je vois ce que tu veux dire par rapport à ça. C'est-à-dire que, la musculation selon comment elle est faite, il y a aussi un impact sur le système nerveux, hein, qui peut être coûteux. Et finalement, on est dans un état de tension dans la séance. Et derrière, si on ne fait pas le job pour relâcher cet état de tension-là, c'est ce fait de raidir, tu vois ce que je veux dire, pas forcément au niveau structurel, mais au niveau de tension globale. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir cette incidence-là. C'est pour ça que je suis plus adepte de séances qui ne sont pas trop intensives en musculation. Et j'ai refait le test cette semaine sur moi avec une vraie grosse séance mardi matin et le soir, je retournais courir et une plus petite séance ce matin, enchaînée tout de suite avec de la course à pied. Ben, on parle toujours qu'il n'y ait pas d'interférence, mais bien sûr que si, qu'il y a des interférences et il faut l'essayer pour le comprendre. Ça ne donne pas la même chose. Et en fait, je trouve qu'une bonne séance de musculation, hormis cas particulier, elle doit te laisser de l'énergie pour faire ton entraînement de course à pied, en fait, derrière. Ouais, Simplement. c'est ce que j'allais dire, que l'impact du coup des séances de musculation, parce que je ne sais pas si nos auditeurs ont déjà fait une séance de jambes, mais une séance de jambes en musculation, le lendemain ou même le surlendemain, on a quand même de bonnes courbatures. Donc, est-ce que ça n'a pas un impact sur la course à pied, ou alors il faut faire en sorte effectivement de ne pas avoir d'impact? Et dans ces cas-là, ben, l'amplitude, il faut peut-être la réduire du coup, ou non, il faut l'augmenter et réduire les charges. Comment est-ce qu'on peut faire? Non, mais tu as raison et en fait, le principe d'interférence, c'est que pendant que tu fais de la muscu, tu fais pas de la course à pied. Pour faire simple, hein, ton temps, surtout quand tu travailles, il est pas infini. Donc, l'heure que tu vas consacrer ou la demi-heure, hein, peu importe, à faire de la musculation, tu vas pas la consacrer à courir. Donc après, c'est un choix. C'est de te dire: «Est-ce que, dans une vision à moyen long terme, ben, ouais, j'ai meilleur temps de courir un petit peu moins et parce que c'est plus intéressant de faire du renforcement musculaire ou de m'entraîner un peu moins durement en termes d'intensité et de volume parce que je mets l'accent sur la musculation, par exemple, ou est-ce que mon intérêt, il n'est pas de se dire bah, je ne fais pas de musculation parce que ce que j'ai besoin, c'est de courir et de faire des séances longues et des intensités. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend, alors ça dépend des gens, ça dépend du niveau et ça dépend aussi de la période de l'année. Ce qui est sûr, c'est que chez un amateur, pour moi, hein, je déconseillerais fortement,
des séances à charge lourde ou en tout cas impactantes nerveusement, ça peut être des bonds ou de la charge lourde, dans une période où on fait beaucoup d'intensité. Chez des pros, peut-être ça se discute un petit peu plus selon ce qu'on veut travailler. Donc après, c'est que des choix à faire et souvent quand on parle en préparation dans l'hiver, bah, c'est est-ce que le choix, il va être, bah, d'augmenter le niveau, métabolique, on va l'appeler comme ça, avec de l'intensité, loin de la saison parce que c'est le curseur sur lequel on va agir, ou est-ce que ça va être d'augmenter, davantage le curseur au niveau, structurel et neuromusculaire sur la musculation? Et c'est vraiment des choix à faire et par exemple, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est le principe de Henneman, hein, les gens ils connaissent, c'est les unités motrices les plus économes, les fibres en fait lentes sont toujours recrutées en premier, hein, en gros pour la faire simple. Et pourquoi il y a un gain en faisant de la musculation sur éventuellement l'économie de course, en tout cas sur l'endurance, c'est parce que en fait, en musculation, on va solliciter aussi les fibres rapides, pour faire très 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 simple, hein. Et ces fibres rapides n'empêchent que même sur un marathon, elles interviennent en fin de course sous la fatigue ou en fin de descente sur un trail par exemple, parce que bah, pour maintenir le même niveau, en fait, nos fibres lentes ne sont pas assez rapides, entre guillemets, on fait appel à ça. Je simplifie hein, volontairement, mais c'est pour comprendre un petit peu ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce recrutement de fibres rapides, il peut se faire de plein de manières différentes, c'est-à-dire soit sur de la musculation, soit sur de la haute intensité type vitesse, un type VMA, parce que c'est un petit peu ça sous la fatigue, soit sur des longues descentes en course à pied, soit sur des tempos qui sont poussés, soit sur de la pré-fatigue en course à pied, etc. Donc en fait, il y a plein de manières d'y arriver. La musculation en fait partie, et là je parle dans une optique de recherche de performance. Par contre, si on cherche à travailler ça, je pense que si on veut tout faire en même temps, de la VMA, de la force, des sorties longues avec des longues descentes et des choses comme ça risque de mal se finir et surtout on n'a pas le temps pour faire autre chose à côté. Donc en fait, peut-être qu'il faut réfléchir à une, enfin peut-être non, il faut réfléchir à une stratégie chacun en se disant bah, de quoi j'ai besoin pour ma perf en termes de santé, en termes de performance et quels outils vont me servir à développer ça en fait. Et là, derrière, ben, OK, le renforcement, oui, ça va m'aider. Quelle importance et quel temps j'y accorde? Et à l'intérieur de ça, dans cet outil renforcement, quel micro-outil à l'intérieur, donc type de charge utilisée, par exemple, j'utilise, et encore à l'intérieur de ça, quel type de séance j'utilise. Et je pense qu'il faut partir du besoin avant de partir sur il faut faire de la musculation. Je trouve que ça ne veut rien dire. Tu as parlé de catégories entre guillemets de personnes, hein, Ouais. débutants, intermédiaires, et cetera. Comment on peut se dire: «Je suis débutant, je suis intermédiaire»? Je donne un exemple, par exemple, quelqu'un qui fait déjà de la «musculation» entre guillemets ou un peu de renforcement depuis, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais qui soulève finalement des charges, assez faibles, on va dire. Est-ce que lui, il est débutant? Est-ce qu'il est intermédiaire? Tu vois? Comment, il se catégorise? Ouais, alors c'est intéressant hein, la question, hein. Quand j'avais, que tu parlais de débutant intermédiaire, c'était plutôt débutant en course à pied ou intermédiaire en course à pied et justement tu mets le doigt sur un truc super important, c'est qu'on peut être, expert en course à pied, mais totalement débutant en musculation. Et c'est-à-dire que, peut-être que, et c'est là que c'est intéressant, quelqu'un qui court le marathon en 2 heures, je sais pas, en 2h15 par exemple, hein, au hasard, un exemple, il va avoir besoin d'une musculation de débutant parce qu'il n'en a jamais fait et il n'est pas capable d'aller sur un niveau avancé ou expert. Et par contre, quelqu'un qui court le marathon en 4 heures, mais qui a déjà quelques années de musculation derrière lui, eh ben, si tu lui fais une musculation de débutant, en fait, il ne va pas progresser. Et en musculation et dans, en guillemets, sa progression sur la course à pied que la musculation peut lui amener. Donc en fait, je trouve que ça dépend vraiment du passif qu'a chacun dans toutes les disciplines et du temps à allouer. Donc, mais c'est vraiment intéressant et c'est pour ça que des fois sur les réseaux, je suis pas à l'aise parce que il y a des vidéos, c'est la grande spéciale où on juge l'équipe de France de foot, où on juge je sais pas qui fait tel mouvement, mais en fait, les gars, vous savez, vous avez un bout de séance isolé, vous savez pas ce qui a été fait avant, vous savez pas le moment de la saison, le moment de la semaine, le moment de la séance, et surtout, bon, les footeux font un peu plus de renfo, mais et surtout derrière, il faut se dire que ouais, un athlète de haut niveau peut être débutant dans une activité complémentaire qui est la musculation. Et inversement, si tu fais faire quelque chose de trop dur en musculation, ça sera délétère sur la performance. Et par contre, quelqu'un qui est déjà à l'aise en musculation, ben, il va être capable, je pense, de faire des choses avancées en musculation, mais peut-être qu'il faudra qu'il réduise un petit peu la voilure pour augmenter l'énergie consacrée à la course à pied, si son objectif est la course à pied.
Mais c'est quoi ce que tu appelles trop dur? Parce que quelque chose de dur pour quelqu'un n'est pas forcément dur pour quelqu'un d'autre. Ouais. Comme je disais, une personne qui s'entraîne déjà, par exemple, depuis 3 ans en renforcement musculaire, mais qui, je sais pas, qui fait un développé couché à 40 kilos, tu vois, c'est pas élevé. Finalement, est-ce qu'il est débutant ou est-ce qu'il est intermédiaire? Parce que lui, il va te dire, bah, ça fait déjà 3 ans, je suis intermédiaire, alors que Non, finalement, c'est vrai que c'est le niveau de pratique. Alors, il est plus facile à juger en course à pied qu'en musculation sur le coup, même s'il existe des classifications. Alors, sans aller jusqu'au niveau titan de superphysique de Rudy que tu avais reçu il n'y a pas longtemps, disons que pour moi, un niveau intermédiaire en musculation, pour un sportif d'endurance, hein, attention, hein, je ne te parle pas pour faire du powerlifting, oui, je bien serais sûr. mal placé pour en parler. Disons que ça va être de déplacer son poids du corps vraiment facilement. Typiquement, c'est mais un niveau intermédiaire, ça va être de passer 10 tractions strictes, par exemple. Ça, c'est un vrai niveau intermédiaire, de passer 20 pompes, de tenir un gainage en isométrie. Il n'y a pas besoin d'aller chercher long, mais 1 minute sans bouger, typiquement, c'est que tu as conscience de ton corps, tu sais un petit peu contracter les bons muscles et pas tous en même temps. Je trouve que ça, c'est un peu le niveau intermédiaire. Et si on va sur du squat, je pense, c'est d'arriver à déplacer son poids du corps sur 5 à 6 squats proprement, tu vois, par exemple. Je pense que ça serait un niveau intermédiaire qui te dirait là, je m'autorise peut-être à aller un petit peu plus loin. Tant que je ne sais pas faire ça, déjà, il faut déjà que j'arrive à faire ça avant de vouloir optimiser ma musculation pour le sport d'endurance. Ah, super, hyper clair. Là, je pense qu'on a quelque chose vraiment de, de très clair. Attention, hein, j'ai pas de source à citer, hein, c'est que de l'expérience, évidemment. Non, mais C'est pour au moins ça. ça donne une idée. Après, rien n'est vraiment figé ou parfait, mais ça peut donner une idée d'une personne déjà qui s'entraîne un peu et qui se dit, ah bah non, finalement, il faut d'abord que j'oriente mon entraînement là-dessus plutôt que sur autre chose, tu vois. Bah ouais, parce que on en parlait dès le début, mais si tu es sur une base santé, en fait, si tu mets la charrue avant les bœufs, que tu veux faire de la muscu spécifique, et encore que j'ai du mal avec le terme, à la course à pied, avant de pouvoir maîtriser ton corps à poids du corps, bon, si c'est un squat, il y a une charge, mais au moins à poids du corps dans plein de mouvements différents, bah, tu te plantes, hein, parce que derrière, enfin, tu te plantes pour moi en tout cas, parce que ton enjeu de santé est déjà d'être solide de manière générale pour encaisser le reste. Donc, Oui, si c'est pour s'entraîner 2 mois et puis être ouais. ensuite blessé, c'est pas vraiment intéressant. Donc effectivement, il faut mieux voir la longévité, vraiment Mmh. s'entraîner sur le long terme plutôt que Ouais. court terme, effectivement. Ouais, Euh, même sur des bons, je préfère quelqu'un qui fasse, tu fais un enchaînement de haies ou de plie au box, peu importe, tu en fais 5 propres, à la suite dans la séance où tu es placé, tu mets de l'intensité nécessaire et cetera, plutôt que de dire: «Je vais répéter, 30 bons à la suite qui vont être faits n'importe comment». Après derrière, les 30 bons à la suite, ouais, pour un sportif d'endurance, va falloir y aller, mais pas au début. C'est des étapes, en fait. Pour commencer, entre guillemets, le renforcement musculaire, et cetera, est-ce il y a des signes, en fait, par exemple, une personne qui soit court depuis longtemps, soit qui commence à courir, est-ce qu'il y a des signes qui montrent un déséquilibre musculaire et qu'elle se dit: «Ah, j'ai ce truc-là, il faudrait peut-être que je le renforce d'une certaine manière»? Bah, chez le coureur à pied, en fait, c'est assez simple, hein, c'est que on prend conscience, enfin, les gens prennent conscience de l'intérêt du renforcement musculaire quand ils sont blessés et qu'ils ne peuvent plus s'entraîner. Donc finalement, c'est qu'il y a une certaine forme de déséquilibre qui peut être musculaire ou dans la répartition de l'entraînement, justement, en n'ayant pas assez accordé d'importance à la santé de son corps. Tu vois ce que je veux dire? Après, on peut aller compenser un petit peu certains points qui vont être faits dans la course à pied, toi, une douleur qui est un peu chronique quelque part, mais je trouve que ça, c'est de l'ordre du médical. Et je pense que pour moi, c'est un kiné qui doit pouvoir, même si nous, en tant qu'entraîneur ou préparateur physique, on a l'œil sur certains points, mais ça reste quand même pas notre métier. Et notre métier, c'est plutôt d'aider des gens qui sont en bonne santé ou de faire en fonction de la préconisation du kiné, par exemple. Donc, mais en tout cas, s'il y a une douleur qui est chronique, c'est qu'il y a un truc qui couille, pardon, c'est un peu mal poli, mais soit au niveau, soit sur un niveau de force, soit sur un niveau de mobilité. Et là, ce qui vaut le coup, c'est d'aller se faire diagnostiquer par quelqu'un qui tient la route. Je dis un kiné parce que c'est le plus simple. Ils sont théoriquement formés pour ça quand même, et c'est leur job. Et voilà, après, quand il y a la blessure, je dirais pas des noms, mais j'en ai quelques-uns que j'entraîne. Ils avaient du renfort au programme. C'est le premier truc qui faisait sauter. Ils se sont fait mal. Ben, du coup, en fait, j'ai eu la discussion il n'y a pas longtemps. S'ils avaient peut-être fait leurs 20 ou 30 minutes 1 à 2 fois par semaine qui était prévu, ils auraient peut-être moins eu ce souci-là.
Et ils ne seraient pas obligés maintenant de se coltiner 2 fois 45 minutes pour reconstruire quelque chose au niveau musculaire. Je dis ça au hasard. Comment du coup, on intègre, ce renforcement Ouais. musculaire dans un programme d'endurance? Mm. Eh ben, c'est dur, hein, franchement, on va pas se mentir. Les gens, contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux, où souvent, c'est soit des étudiants, soit des gens comme moi, alors j'ai pas dit que je travaillais pas, hein, mais qui ont un emploi du temps qui est souple et dont, une partie de son travail, c'est de faire du sport, hein, finalement. Mais chez des gens qui ont, un horaire fixe de 40 heures par semaine, c'est un truc qui est jamais pris en vraiment, j'attends que ça soit pris en compte dans les études parce que quand on me sort des trucs, je trouve que le niveau de stress général lié à la vie perso et pro, il devrait être bien plus pris en compte avant de parler de méthodologie chez les amateurs. Et en tout cas, bref, quelqu'un qui fait 40 heures par semaine, qui peut avoir des gamins, etc., c'est sûr que c'est dur le temps à caler. Donc, je trouve que le meilleur moyen, de mon point de vue, en tout cas, et c'est celui que je fais le plus souvent, même si je ne fais pas pareil avec tout le monde, c'est d'avoir des séances de renforcement qui sont peu coûteuses, de 20 à 30 minutes, qui peuvent être faits en fait, soit dans le monde idéal, c'est de commencer par le renforcement et de sortir courir 20 à 30 minutes derrière, parce que c'est ce qui fait le plus sens, soit en commençant par un footing de 20 à 30 minutes et le renforcement derrière. En fait, c'est pour une raison simple que je dis ça, c'est que je préfère qu'il y ait un peu moins de temps. Si on n'a qu'une heure de dispo, eh ben, tant pis, on passe un peu moins de temps à faire du renforcement musculaire, ce qui veut dire que vu que c'est des séances un peu plus courtes, on ne peut pas se permettre d'aller sur des charges trop lourdes parce qu'il n'y a pas le temps d'échauffement nécessaire, etc., etc. Mais si tu pèses l'équilibre de la balance, ça permet de quand même maintenir une fréquence de course dans la semaine. Et finalement, 20 ou 30 minutes, c'est mieux que zéro, on ne va pas se mentir. Et donc, du coup, pour moi, chez la plupart des gens, c'est une séance qui permet quand même d'aller courir de la même journée. En tout cas, quand on est en saison, ça c'est sûr et certain. Après, hors saison, peut-être qu'on peut largement se dire, bah, tu fais que ça, et puis on remettra de la course petit à petit. Tu vois, mais c'est ça, et c'est important parce que, en fait, le choix du contenu de musculation, eh ben, il découle de ça. Il découle de se dire, ouais, bah, l'optimal, c'est de faire un 5x5, ok, et puis avec des bons derrière. Ouais, c'est super, ça. Moi, je peux le faire, j'ai du temps. En exemple, Charlotte, au hasard, mais je prends un nom, j'ai plusieurs Charlotte, mais Charlotte qui a qu'une heure devant elle, qui peut courir que 3 fois dans la semaine. Si je lui fais faire un 5x5 et des bons, elle va rien faire d'autre. Et puis elle aura couru que 2 fois dans la semaine, et puis quand elle va faire son trail, elle va exploser. Voilà. Ouais, je vois. Alors moi, j'ai beaucoup de mal quand tu dis des séances de 20 à 30 minutes, parce qu'effectivement, connaissant Rudy et connaissant son entraînement, etc., une séance de musculation, c'est minimum 1 heure et demie, parce que tu as 15 minutes d'échauffement, et tu t'échauffes aussi sur chaque exo, parce que quand tu commences à mettre lourd, après là, on est plus dans de la Mmh. musculation, prise de masse, etc., donc c'est vraiment différent. Mais quand on n'a que 20 ou 30 minutes, alors comment on structure ça? Mais si on va un petit peu plus en profondeur, Ouais. je ne sais pas si on part sur un marathon ou quelque chose comme ça, comment on structure l'entraînement? Ouais, bah, je vais essayer de donner du concret et je vais saluer Rudy sur le coup. Bien sûr, mais Rudy, son but du jeu, il est d'augmenter, enfin en tout cas dans cette démarche-là, ses niveaux de force. C'est-à-dire que si demain, c'est le raisonnement inverse, si tu prépares un marathon et que tu fais que des séances de course de 20 à 30 minutes, ça va pas bien se passer non plus. Donc ça fait sens aussi. Et par exemple, dans de la perf, chez anciennement les skieurs ou ceux que j'ai maintenant ou chez les sportifs de haut niveau, bien sûr que les séances, c'est plutôt autour d'une heure parce qu'ils ont plus le temps, ils ont le temps de récupérer aussi. Mais bref, pour aller là-dedans, en fait, il peut y avoir enfin, il peut y avoir 100 options en fait. Soit tu te dis, on va partir de la PPG en fait. On va partir vraiment du début. On prend des charges sous maximales parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'échauffement. On n'a pas besoin de faire un échauffement aussi poussé que si on va lever du lourd. Déjà, on ne va pas se mentir. Donc derrière, sur des charges qu'on peut lever 15-20 fois en gardant une bonne technique, par exemple. Et là, bah, typiquement, moi, ce que je conseille souvent, c'est il y a 4 mouvements dans une séance. Un mouvement de tirage, un mouvement de poussée, un mouvement de flexion de genou et un mouvement de pivot de hanche, en fait, ou d'extension de hanche, peu importe comment on l'appelle. Parce que dans une base de PPG, en fait, ça permet de travailler dans tous les plans. Et chez un coureur à pied, en vrai, qui fasse un tirage vertical comme une traction ou un tirage horizontal comme un tirage TRX, ça ne changera pas sa perf. Donc, vraiment bouger différemment. Donc, tu prends ces 4 mouvements-là que tu peux faire à poids du corps au début, que tu peux faire avec un TRX, avec des haltères, un kettlebell, peu importe. Ça, la charge, je dis souvent, c'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen d'amener une complexification quand on stagne à poids du corps.
Donc, voilà, en gros, tu peux le faire ces 4 mouvements-là. Et après, bêtement, les vrais classiques marchent bien. Tu fais un circuit, par exemple, au début, soit en 20-40, 30-30, 40-20, soit en format EBOM, et tu fais 4-5 tours en fait pour avoir une vingtaine de minutes au total. Et là, tu vas commencer à être à mi-chemin entre le conditionnement, un peu de métabolique et aussi un petit peu la force endurance où tu vas répéter un petit peu le même mouvement plusieurs fois. Et je pense que c'est suffisant chez beaucoup de gens. Et dans un monde idéal, si tu as le temps derrière, tu fais un petit peu des petits bonds en pliométrie basse, tu vois ce que je veux dire, des bons en rebond cheville ou des montées de genoux explosives et tout, juste pour garder un peu d'impact et un peu de coordination à haute vitesse, entre guillemets, comme ça. Et c'est largement suffisant, ça c'est la première voie. Et après, derrière, quand tu as fait ce tour-là, ce schéma-là, tu peux refaire, tu gardes les mêmes 4 grandes familles de mouvements. Et là, bah, tu augmentes un petit peu les charges parce que tu stagnes. Et du coup, tu vas sur des reps un peu moins élevés, mais avec une charge un peu plus lourde. Et ainsi de suite, pour aller de plus en plus sur la force endurance. Et souvent, chez la plupart des gens, c'est amplement suffisant. Après, derrière, si tu veux vraiment augmenter tes niveaux de force, alors chez un débutant, un intermédiaire, ils vont déjà augmenter en faisant ça. Parce que la coordination inter- et intramusculaire, la technique et tout, fait que ton niveau de force va augmenter logiquement. Bah, derrière, c'est peut-être un choix à faire. C'est de se dire, bah, j'ai que 30 minutes devant moi, ok. J'ai besoin d'augmenter ma force de poussée sur les jambes, par exemple. Euh, je suis équipé dans mon salon de poids assez lourd pour y aller. Donc, toi, ça, c'est déjà une nouvelle contrainte qu'on n'a pas. Et ben, plutôt que de vouloir faire un full body hyper compliqué, bah, tu te dis, OK, bah, je fais le focus sur un truc, ce qui est le squat. Donc, du coup, vu que je vais mettre lourd, par contre, je prends le temps de m'échauffer. Et plutôt que de faire 10 000 exercices dans ma séance à charge lourde, j'en fais qu'un seul parce que c'est celui-là que j'ai terminé qui était important. Et derrière, les mouvements accessoires, je les fais à l'échauffement pour être prêt. Et derrière, je remets un petit peu de bon. Ou quand je dis de la charge lourde, ça peut être de la pliométrie haute, par exemple. Mais ça, c'est des gens qui sont à la fois experts en musculation pour pouvoir l'encaisser et experts en course à pied. Je m'explique parce que pour qu'il y ait vraiment un gain à aller chercher ça. Généralement, ça, c'est pas ça qui va faire franchir un cap chez la plupart des gens. Donc voilà un peu. Et je te donne un exemple. Moi, ce matin, j'ai fait ma séance échauffement. Après, j'ai fait mouvement cible. En fait, c'est le squat. Le squat pas ultra lourd. J'étais à 90 kg. Pour moi, c'est suffisant. Sur E90, donc départ toutes les minutes 30, 5 reps, 4 reps, 3 reps, 3 reps, 2 reps, terminé avec de l'explosivité. Derrière, j'ai fait des bons. Ça m'a pris 3 quarts d'heure. Et je vais aller courir derrière, ça suffisait amplement. C'est sûr qu'on voudrait toujours en faire plus. En plus, il y a 10 000 exercices, il y a tout qui est possible. Et on a vu tel trailer qui faisait cet exercice, mais celui-là, il faisait l'autre. Ah, puis alors lui, il fait celui-là. Ah, mais merde, écoute, faut faire un choix. À un moment, choisir, c'est renoncer, comme on dit. Tu as donné pas mal d'exemples pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps. Ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne totalement l'inverse. Une personne qui fait allez, 4 séances de course à pied dans la semaine et qui peut encore faire 1 ou 2 séances de Mmh. musculation. À chaque fois, la personne, je sais pas, elle a 1 heure et demie, 2 heures d'entraînement. Qu'est-ce que tu préconiserais, toi? Bon, s'il lui reste 2 séances pour faire de la muscu, en prendre une des 2 pour aller courir. Enfin bref, ça c'est Donc non, mais c'est intéressant. Du coup, tu préconiserais de faire plutôt 5 séances de course et une seule de musculation? pour moi, oui. C'est un avis mais c'est un avis un peu extrême, mais oui, forcément, je pense que c'est le mieux ou sur ces 2 heures qu'elle a de dispo, peut-être de faire, 1 heure de muscu et puis une demi-heure de course à pied, par exemple. Mais, après ça dépend vraiment des profils. Je provoquais un peu sur le coup, mais il faut savoir, ce qu'on veut. Oui, et Mais l'objectif, bien sûr. ouais. En gros, on va dire que si elle a vraiment du temps pour faire de la musculation, là, on va pouvoir onduler et on va pouvoir peut-être faire une planification des qualités de force. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les exemples que j'ai donnés avant, où l'enjeu, il y a des petites thématiques, mais on peut varier d'une séance à l'autre. C'est pas très grave, en fait, c'est bouger différemment. Et là, bah, c'est un schéma classique pour moi. Au début, c'est quand même un schéma de PPG, tu vois, avec pas mal de mouvements pour construire la base qui peut être cyclé sur, je ne sais pas, entre 6 et 10, 12 séances, peu importe le temps qu'on a dispo. Ou là, on peut faire quand même les 4 mouvements, on peut faire ce qui est préparatoire au cycle suivant, etc. Sous forme de circuit, ça marche aussi parce que c'est dans l'ADN de l'endurance, un petit peu aussi. Et après, derrière, en fait, il y a 2 options, ça dépend comment on considère et ça dépend des gens. Soit on augmente les niveaux de force et après on va vers la force endurance.
Donc, quand je dis les niveaux de force, ça dure 5 reps, ce qu'on est capable de lever 5 fois avec une bonne technique, par exemple. Et sur la force endurance, c'est du 10-12 reps. Donc, ça, on peut avoir cette option-là. Ce qui fait, c'est si on se dit, j'ai besoin d'augmenter mes niveaux de force endurance. Donc, j'ai le temps de préparer. Donc, j'augmente déjà mes niveaux de force, en gros, hein, pour te la faire simple. Et une fois qu'ils ont augmenté, je vais augmenter combien de fois je suis capable de lever une charge un petit peu plus lourde, en fait, pour gagner en force. Ou l'autre schéma qui peut marcher, c'est l'inverse. C'est que tu attaques par la force endurance pour aller plus tard augmenter tes niveaux de force. Et ça marche chez des gens qui sont à peine moins costauds en musculation. Tu vois, sur le coup, en me disant, avant de mettre du lourd, je fais déjà un cycle de force endurance qui va me préparer pour la suite. Mais tu vois, en fait, finalement, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Et après, derrière, l'optimisation, et ça peut être fait de plein de manières, c'est quand même des mouvements dynamiques. Ce que tu as beau dire ce que tu veux, tu te mets un squat à 100 kg sur le dos, enfin peu importe, mais chez un coureur à pied, c'est déjà pas mal 100 kg. Tu as beau avoir ton intention d'être le plus explosif possible, oui, tu as l'intention, oui, la commande, elle est là. Il n'empêche que ton geste, il est finalement lent au bout du compte. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de dynamisme, donc ça ne veut pas dire que c'est inutile, mais c'est que ça reste lent. Et bien derrière, soit tu subjugues un petit peu ce travail-là avec un cycle de pliométrie ou d'effort dynamique à la fin, après ce cycle-là, soit à chaque séance, en fait, tu dis, ben derrière, je me prends 5 minutes ou 15, c'était mon cas ce matin, où je fais pas mal d'efforts dynamiques, un peu pour, j'aime pas ce mot transférer, mais pour remettre en mouvement. Tu vois, j'aime souvent, moi, dès que la sollicitation de la musculation, elle a amené à faire une exécution qui était lente par la force des choses, par la charge, au-delà de l'intention, ben, j'aime bien faire une remise en mouvement, en fait, pour remettre du dynamisme. Parce que quand on fait de la course à pied, à part que tu es en train de monter un mur où là, tu es vraiment sur de la force, mais le reste du temps, c'est des mouvements qui sont quand même très dynamiques finalement. Et ça ferait pas sens de ne pas faire de remise en mouvement dynamique, en tout cas, par exemple. Donc, est-ce que je réponds à ta question sur les gens Oui, qui ont du temps? ta remise en ce que tu viens de dire, est-ce que ça permet de détendre le muscle que tu viens de travailler? Et du coup, alors je vais te dire, est-ce que c'est mieux, c'est pas vraiment le truc, si tu vas me dire c'est mieux d'aller courir, mais j'allais dire, est-ce que on va courir ou est-ce que c'est mieux de faire des étirements et des massages? Faut essayer les deux. Bah, le mieux, c'est d'aller courir et après de faire des étirements et des massages. Mais ça prend du temps. Mais on y reviendra justement sur les étirements. Mais toi, la remise en mouvement, quand je dis des bons, mais ça peut être des swings au kettlebell, ça peut être tout type de mouvement un peu dynamique. Et aussi, un truc qui marche bien, c'est que si vous avez fait un cycle de force-endurance, par exemple, et que vous avez prévu de faire un cycle de force derrière, ou l'inverse, bah, c'est de se prendre 2 ou 3 séances entre les deux, où vous faites des circuits de training un poids du corps ou à charge légère, justement avec beaucoup de reps, de manière dynamique, etc., pour un peu rebouger le corps différemment. Et ça peut fonctionner. Pour répondre à ta question, bah ouais, l'idéal, c'est de pouvoir aller courir derrière. Et je pense que les étirements, les automassages ou les massages ou ces choses-là, ça reste sous-coté, c'est le mot sur les réseaux, parce que en fait, les gens, oui, il n'y a pas de gain direct, tout ce que vous voulez, etc. Mais les gens, quand ils disent ça, ils oublient souvent qu'on a un système nerveux. Et les étirements, si c'est fait dans une position confortable, généralement, chez la plupart des gens, ça fait quand même du bien. Ça provoque un état de relâchement. Et toi, quand tu parlais que la muscu rendait. C'était quoi le terme que tu disais au début? Raide? Raide. Ah, il y a la raideur, mais enfin bref, quand tu disais raide, c'est raide au sens large, un peu comme un bout de bois, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, en ayant discuté avec Rudy ou même moi en ayant pratiqué du squat, je me rends compte qu'au niveau des chevilles, par exemple, j'ai l'impression que si je fais pas de mobilité au niveau des chevilles, bah, ma cheville, elle bouge plus, quoi. Ouais, c'est marrant. Alors, si tu fais un squat profond, type gobelet, je pense que tu vas aller bosser sur ta mobilité. Mais je vois aussi ce que tu veux dire. Et, je trouve que les étirements à la mobilité, oui, c'est sous-coté dans le sens où il y en a, peu importe que tu fasses des étirements ou des automassages, même si les étirements, c'est un peu plus facile à se relâcher, ça peut aider à relâcher cette tension-là. Donc, en gros, l'idée pour répondre à ta question, je pense, c'est de s'étirer à la fin de la séance parce que que tu aies enchaîné muscu et course ou fait que muscu ou fait que course, hein, d'ailleurs, pour une raison simple, c'est que, alors oui, il faudrait, la littérature dirait qu'il faut 2 heures, etc., etc. Sauf qu'on sait très bien que 95%, 99% d'entre nous, moi le premier, si on ne fait pas nos étirements pendant qu'on est en train de faire du sport, on ne va pas les faire plus le soir, à part quand on a mal partout et que là on se dit merde, c'est trop tard, j'aurais dû le faire. Donc
faut pas se poser la question et par contre, ça peut contribuer à faire ce relâchement après. Parce qu'en fait, on va avoir forcé, ça s'appellerait un Rudy, il dit toujours force. On va avoir forcé quelque part, bah, du coup, on se relâche un petit peu. Oui, comme tu dis, il vaut mieux déjà le faire plutôt que finalement de ne pas le faire du tout. Même si effectivement c'est mieux de le faire 2 heures après, une fois qu'on s'est reposé, bah, en fait, vaut mieux déjà le faire et après on verra peut-être pour optimiser, quoi. Bah, oui, mais tu sais, c'est souvent comme les étirements, ça a été diabolisé, s'il faut pas en faire avant. En fait, c'est faux qu'il faut pas en faire avant. Faut pas se tirer comme un neuneu dessus, en étirement, en passif long, avant de faire une séance de sprint ou de charge lourde. Il y a quand même une sacrée nuance. Moi, je ne m'étire pas avant, mais dans l'absolu, ce ne serait pas gênant, entre faire des étirements légers avant d'aller faire un footing. Parce que je prends l'exemple dans le bouquin, mais c'est par l'absurde. Si tu fais des squats lourds avant de faire une descente de 1000 mètres de dénivelé, tu vas te péter en deux. Est-ce qu'il faut plus du tout faire de squat pour un coureur à pied? Ben non. Ouais, je vois. Tu as parlé pas mal de squat, du coup, au niveau des exercices, là Ouais. maintenant au renforcement, donc tu as parlé de squat, tu as parlé un peu de tirage, de poussée, donc on imagine, bah, tu as dit traction, des pompes ou alors du développé couché peut-être pour les pecs. Voilà, on reste sur des exercices euh, basiques. Mhm. Mhm. Maintenant, pour les jambes, le squat, est-ce que il faut aussi faire d'autres exercices? Parce que au niveau des cuisses, il y a les ischios, il y a les mollets, etc. Est-ce Mhm. que du coup, il faut aussi prévoir ce genre d'exercice? Bah, quand je dis squat, c'est toutes les variantes de squat qui vont inclure le back squat, mais même s'il y a charge lourde, je ne suis pas fan hein, chez les amateurs. Je préfère un squat gobelet finalement, qui fait que donc on tient le kettlebell devant ou l'halter hein, pour faire plaisir à Fabrice, mais on tient devant, on vient s'accroupir et on remonte parce qu'il y a deux raisons en fait, par exemple sur le squat gobelet, c'est que notre griffe va nous empêcher de mettre trop lourd, alors que sur un back squat, on va pouvoir charger comme un idiot et se faire mal par exemple, et ça nous permet d'avoir une amplitude plus élevée si la mobilité de cheville est faible. Donc bref, quand je dis squat, j'inclus aussi la fente. En fait, c'est des mouvements de flexion de genoux. C'est vrai que j'ai parlé squat parce que ça le parle le plus aux gens, mais il peut très bien avoir d'un cycle à l'autre, d'une séance à l'autre, des mouvements de flexion de genoux sur une fente, un split squat, un squat gobelet, un squat normal éventuellement. Donc vraiment, c'est ces mouvements squattés de flexion de genoux et d'extension de genoux. Et après, quand tu parles d'ischio et de mollet, c'est justement, moi, quand je parle de pivot de hanche, ça va être typiquement hip thrust, hip bridge, kettlebell swing, ce genre de mouvement-là, où l'activation des fessiers et des ischios, elle est quand même très prégnante, notamment sur le kettlebell swing, j'aime beaucoup. Donc en fait, en faisant ça, c'est largement suffisant. Il n'y a que les mollets qui ne sont pas sollicités finalement. Et j'ai pas de réponse à apporter sur le coup en se disant quand on court, les mollets sont déjà énormément sollicités avec le rebond. Donc est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter une couche en musculation? Je ne peux pas te dire oui ou non. Je peux te dire que j'en sais rien. Et si derrière tu fais des bons, finalement tu résous un petit peu le problème en les activant aussi. Tu vois ce que je veux dire sur un geste naturel. Mais en vrai, c'est vrai que moi je propose quasiment jamais et je fais quasiment jamais d'exercice de renforcement de mollet. Ce qui est peut-être une erreur, mais en tout cas c'est un choix parce que j'y vois moins l'intérêt parce que alors de la mobilité oui, des étirements oui, mais du renforcement pas autant. Parce que je trouve qu'en fait, ce qui se passe autour du bassin, c'est dans une logique de basse santé, c'est quand même par là qu'il faut attaquer, on n'a pas le temps de tout faire. Peut-être que de faire des élévations de mollets ou du Petersen step up, je vais y arriver, des choses comme ça, c'est intéressant dans certains cas, mais c'est pas la voie que j'utilise le plus en tout cas. Et je peux me tromper, et peut-être que toi, tu me diras que c'est une erreur, ou que les auditeurs diront que c'est une erreur, hein, je ne suis pas catégorique. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur, mais moi, de mon expérience personnelle, en course à pied, effectivement, je trouve, en plus, je cours en zéro drop. Bon, je vais peut-être changer cette année, il faut que je vois. Mais dans les montées, enfin, moi, je sais que mes mollets, ils ramassent. Et donc, j'essaie de les renforcer. Après, est-ce que ça a un effet ou pas? Aujourd'hui, je peux absolument pas le dire. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, en course à pied, je sais que moi, les mollets, ils sont vraiment beaucoup sollicités. Et du coup, il faut vraiment que je me force à les masser et à les étirer. Sinon, Alors, masser et tirer, c'est différent de renforcer sur le coup. Ouais. Mais je ne sais pas, en vrai, je suis catégorique sur pas grand-chose et sur ça encore moins parce que c'est toujours la théorie du point fort et du point faible. Tu vois. J'aime bien aller sur les points forts en général, mais eh ben, ça tombe bien que tu parles ça. Du coup, comment on fait pour s'analyser déjà et pour se rendre compte, OK, bah, j'ai un point faible, j'ai un point fort. Est-ce qu'il vaut mieux, du coup,
euh, aller le travailler en renforcement musculaire, ce point faible, ou ne pas du tout? C'est quoi ton avis sur le sujet? Je pense que tant que le point faible n'est pas pénalisant en termes de douleur chronique, tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas y perdre trop d'énergie. Si par contre ce point faible nous empêche de nous entraîner ou de vivre normalement, hein, ça c'est encore autre chose, oui, il faut aller dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un petit peu ça et c'est souvent le cas avec les blessures un petit peu au genou, qui pourraient être évitées. J'ai pas dit, complètement éliminées, mais en ayant un renforcement un peu plus quand même poussé ou régulier. Ça, c'est sûr et certain et c'est vraiment l'exemple là-dessus, c'est tant qu'on a mal nulle part, il y a pas besoin de passer du temps, à comment dire? À aller travailler, par exemple, le moyen fessier qui peut avoir un problème avec le TFL, par exemple. C'est un exemple, hein, parce que tant qu'il y a pas de souci, on peut y aller. Si on se blesse, ça peut venir d'ailleurs. Si on fait un renforcement général, qui tient la route, normalement, on n'aura pas de souci. Par contre, bah, une fois qu'on commence à avoir le syndrome de l'essuie-glace, même s'il ne s'appelle plus comme ça, peu importe, on s'en fout, la bande iliotibiale qui frotte, bah là, on va devoir aller forcément sur le point faible et renforcer et mobiliser où on a un petit peu de douleur parce qu'on n'a pas fait le job en amont de manière générale, tu vois, pour faire ça. Mais je pense que si on bosse bien nos points forts et qu'on s'équilibre de manière globale, normalement, le point faible, on n'a pas trop à s'en occuper pour la plupart des gens. Parce qu'en plus, le point faible ou le facteur limitant, tu vois, je trouve que c'est intéressant d'aller le bosser quand on stagne. Je ne parle pas que musculaire, hein, je parle de manière vraiment très très générale. À partir du moment où on ne stagne pas, on continue à progresser, ce qui nous permet de progresser et d'aller vite, vite chacun à notre niveau, c'est nos points forts, hein. C'est pas nos points faibles, ils nous tirent un petit peu vers le bas, mais à partir du moment où nos points forts nous emmènent vers l'avant plus que ce que nos points faibles nous tirent vers l'arrière, pour moi, il ne faut pas toujours être négatif en fait. Il ne faut pas toujours retenir ce qu'on ne fait pas bien et ce qu'il faudrait améliorer. Il faut aussi beaucoup retenir là où on est bon, essayer d'aller à fond dans ce qu'on est bon. Et puis après, si derrière on sent que ça stagne, bah ouais, on y passe du temps ou mais ça, c'est à l'échelle d'une carrière, enfin, une carrière, je me comprends, de plusieurs années ou d'une saison. Peut-être qu'on peut se dire, ah ouais, bah, en début de saison, ok, je savais que l'an passé, ça me limitait. Écoute, je suis loin des compètes, j'y passe un peu de temps, je vois bien ce que ça donne, mais après, derrière, je vais un peu là-dessus parce qu'en plus, on est toujours sur le point faible, on est toujours dans ce qu'on ne fait pas bien et on passe la majeure partie de notre temps à s'occuper de ce qu'on fait mal. Donc, je ne vois pas comment on pourrait bien faire des choses le jour de la course, quoi. Ouais, je vois. Tu as parlé de syndrome de l'essuie-glace, de la bande sacro-iliaque. Euh, Est-ce que tu vois ces syndromes de plus en plus chez les personnes que tu coaches parce que ben, on se rend compte que finalement on reste beaucoup assis toute la journée et qu'on ne fait pas forcément les choses pour se mobiliser, etc. Et alors si oui ou non déjà, et ensuite qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces problématiques ou même les corriger et enlever ces douleurs? Sur les gens que je coach, je le vois pas plus ou moins, tu vois, dans un sens où, généralement, quand on a ce problème qui apparaît, c'est qu'on a un peu fait n'importe quoi à l'entraînement ou dans l'hygiène de vie ou les 2 en même temps. Je parlais de la bordette iliotibiale parce que c'est ayant moi-même fait n'importe quoi il y a 3 mois en arrière, dans les 2 sens, et c'est pour ça que c'est un exemple très concret. Mais il est derrière moi maintenant. Je ne vois pas plus apparaître. Par contre, oui, effectivement, de rester un petit peu assis tout le temps. Là, tu vois, ça fait 1 heure et demie qu'on est en train de. Non, je ne sais pas combien de temps, ça fait 1 heure qu'on est dessus. J'ai déjà mal au dos parce que j'ai déjà envie de bouger. Donc, on est quand même fait pour ça. Et du coup, ben, bien sûr, les gens, ils n'ont pas forcément le choix. Il y en a qui ont un travail de bureau. Comme quelqu'un qui a un travail physique, ben, il n'a pas le choix d'aller un peu mobiliser. Enfin, c'est d'autres problèmes en fait qui vont apparaître derrière. On ne doit pas toujours avoir que les problèmes. Et là, par contre, pour te rejoindre, je pense que ça ne favorise pas plus le nombre de blessures de surutilisation comme ça. Par contre, je pense que ça favorise les blessures de sous-utilisation, donc les douleurs chroniques au dos, les lombalgies, les amnésies de fessiers, toutes ces choses-là, parce que si on regarde bien, si on court 30 minutes par jour, par exemple, alors c'est bien, hein, mais c'est ce qu'on appelle le sportif sédentaire et ça existe, tu vois. Quand, je sais pas, moi j'ai de la chance de m'organiser comme je veux, ou je me la suis donné en tout cas. Même si je vais courir 2 heures dans une journée, si je fais 8 heures d'ordi le reste de la journée, à la fin de la journée, j'ai l'impression que j'ai passé ma journée à rien faire, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est pour ça que le renforcement, il est vraiment intéressant maintenant, à cause aussi de ces métiers qu'on peut avoir qui sont beaucoup assis
et de bouger les tissus différemment, comme tu l'as rappelé là, c'est sûr que c'est vraiment intéressant, ne serait-ce que, bah, pour encaisser l'entraînement, tu vois? Et on va sortir de la biomécanique, de la physiologie, de tout ce que tu veux, mais tu t'affaiblis toute la journée, donc tu es moins capable, on est moins capable, hein, je me mets dedans, que la génération d'il y a 30 ou 40 ans, d'encaisser 1 heure de course à pied. Mais c'est pas alarmiste, hein, quand je dis ça, mais c'est vrai pour, toutes ces raisons-là. Donc derrière, c'est peut-être pour ça que le renforcement devient aussi indispensable et bouger différemment. Donc, il y a plein de manières d'y arriver, mais je ne vais pas donner la leçon aux gens parce que moi, ça fait 10 ans que je ne suis plus dans un bureau. Tu vois, je bosse pour moi, mais je fais du travail de bureau, mais comme je veux. Avant, j'étais salarié, donc je ne vais sûrement pas leur donner la leçon en disant il faut que toutes les heures, vous leviez pour aller marcher. Parce que si dans votre open space, tout le monde vous regarde de travers, socialement, ce n'est pas acceptable. Mais essayer de trouver ces manières compensatoires-là, ne serait-ce que peut-être le midi. Encore une fois, hein, c'est des conseils, hein, c'est dur de me mettre à la place des gens, mais bah, d'essayer d'aller marcher le soir, d'essayer d'aller marcher, de pouvoir, dès que vous pouvez bouger, vous lever de votre chaise, de le faire. Ça fait quand même du bien. Je parlais même pas de progressivité, mais tu vois, le réflexe qu'on a, bah, tu te redresses, tu tends un petit peu les bras. Alors oui, c'est pas, tu vas pas te renforcer en faisant ça, mais il faut arriver à le compenser d'une manière ou d'une autre, hein, c'est vrai. Il y a un système, tu vois, il y a le Grease the Groove, de chez Strong First, qui est de faire, très peu de reps, mais plein de fois dans la journée pour arriver à avoir un cumul à la fin de la journée. Ça a été repris sur les réseaux, pour, dire au bureau toutes les heures, faites 10 pompes. Mais en vrai, ouais, moi je peux le faire parce que je suis tout seul chez moi. Mais tu vois bien, que Jean-Pierre, qui est dans le bureau à côté de Christelle, si Christelle voit Jean-Pierre toutes les heures faire 10 pompes, ça risque de la saouler aussi. Donc tu vois, c'est pas toujours facile, tu vois? Non, mais après, je bosse pas dans un bureau non plus, donc effectivement, ce serait difficile à dire, mais j'ai envie de dire qu'il faudrait trouver un peu des «hacks» entre guillemets, Ouais. des trucs bêtes. Par exemple, moi, je sais que, tu vois, bah, je passe aussi un peu quand même pas mal de temps derrière l'ordi et ben, moi, j'ai ma gourde, elle fait 500 millilitres. J'ai fait exprès de pas prendre une 1 litre, j'ai pris une Mmh. 500. Comme ça, je sais très bien que peut-être toutes les heures et demie, peut-être, ou toutes les 2 heures, elle est vide. Et ben, je suis obligé de me bouger les fesses Ouais. pour aller Mmh. remplir, ma gourde, tu vois? Et juste ça, et bah, je bouge déjà et je me dis: «Ah bah OK, bah, je vais bouger un peu, tu vois? Je vais marcher un peu machin et enfin, tu vois? Et essayer de Mmh. trouver un peu des hacks. Puis, peut-être, en buvant plus, du coup, bah, tu vas plus souvent aux toilettes. Donc du coup, bah, en allant aux toilettes, tu bouges. Enfin, Mmh. tu vois? C'est juste de trouver des petits trucs qui font que finalement, ben, dans la journée, on a plus bougé plutôt que, d'avoir été dans le confort, avoir une chaise super confortable, avoir la bouteille d'1 litre ou d'1 litre et demi, comme ça j'ai pas besoin de bouger et tu vois? Et cetera, quoi. Ouais, c'est ça et on dit souvent qu'en fait, il y a pas vraiment de mauvaise posture, la mauvaise posture, celle qu'on garde tout le temps, donc c'est d'arriver à changer par rapport à tout ça et bon après on rentre dans le domaine de la santé au travail et ça serait un autre débat, mais dans ce que tu dis, c'est vrai aussi et c'est peut-être pour ça que le renforcement est davantage, indispensable à la bonne santé que ce qui pouvait l'être il y a 10 ans en arrière, en fait, ou 15 ans en arrière. C'est vrai aussi. Ouais. Si on revient du coup sur, les problématiques de genoux là, toi tu as dit que là tu avais eu ça il y a pas longtemps. Comment tu as réglé le problème? Ou sinon, comment on peut faire pour régler, nous, ce problème-là, si on a un problème de syndrome de l'essuie-glace ou autre? Bon, alors le premier truc, c'est que j'ai appelé un kiné déjà pour commencer, pour avoir un avis. Enfin, j'ai appelé 2 kinés, pour commencer. Je vais déjà expliquer comment il est arrivé, parce qu'en fait, ce qui m'est arrivé à moi, je pense qu'il peut arriver, c'est généralement quand on se blesse, ça vient de là. Mon système habituel, c'était 1 à 2 fois de renfort par semaine, une intensité par semaine et tout le reste en basse intensité, ce qui est le plus tenable, c'est ce que je fais souvent. Et là, j'ai voulu essayer, 2 intensités par semaine, sauf qu'en faisant 2 intensités, bah, je devais faire sauter le renfort, sinon, ça tenait pas. Et ben, ce qui devait arriver arriva sur une période où j'avais beaucoup de travail, pas mal de stress et de déplacements. Bah, du coup, ça n'a pas tenu, tu vois. Et en fait, j'ai fait une séance, j'ai refait de la plio en formation, parce que quand tu es en formation, tu veux participer au truc pour voir. Et bizarrement, 2 jours après, j'avais mal et c'était un peu compliqué. Donc, enfin bref, la blessure, elle arrive jamais par hasard. Et dans mon cas, et je ne suis pas là, je ne vais pas parler de Nicolas, mais comme ça parlera à beaucoup de gens. Ça sert à rien de se trouver des excuses, c'est qu'on a quand même fait n'importe quoi à un moment, donc voilà. Et quand on fait n'importe quoi, ça fait ressortir une faiblesse. Donc en fait, j'ai vu un kiné et bêtement, comment j'ai résolu le truc, c'est que j'ai baissé la charge de course à pied, j'ai baissé l'intensité et j'ai augmenté la part de renforcement musculaire.
Bêtement, et sur la course à pied, j'ai passé je préparais un 100 km, hein, j'avais 4 semaines de suite à plus de 100 bornes et du coup, j'ai pas pu le faire parce que c'est tombé la blessure là. Bah, je suis passé d'une séance de 40 kilomètres à 2 semaines plus tard de l'alternance course-marche, 1 minute de course, 1 minute de marche et après de une, enfin 15 fois une, 20 fois de une, 12 fois de une et ainsi de suite jusqu'à arriver à faire un effort de 20 minutes continué. Donc, bah, je l'ai résolu avec de la progressivité, bêtement. Et après, derrière, en étant un petit peu à l'écoute et sur le renforcement, ça parlera à ceux qui connaissent un peu plus, hein. Je me suis fait un système en triphasique, en fait, avec une séance à dominante excentrique, une séance à dominante isométrique et une séance à dominante dynamique. Même si dans chaque séance, en fait, j'avais sur une dominante isométrique, par exemple, j'avais 2 exercices en iso, un focus moyen en dynamique et un focus de rappel en excentrique. Et ça varie d'une séance à l'autre, mais j'ai fait 9 séances en triphasique. Ça a bien solutionné le problème. Cibler le moyen fessier sur le renforcement, sur des exercices accessoires. Et après, j'ai repris de la force, en fait, parce que je m'étais affaibli en faisant moins de renforcement. Donc, en gros, voilà. Et, tu vois, je rechange mon avis. Le renfort peut être indispensable quand on s'entraîne beaucoup pour pouvoir l'encaisser. Donc, tu vois, ça revient par rapport à ça, mais quand on a un problème qui arrive, tu vois. Et voilà, en gros, pour résoudre ce problème-là, j'ai pris un avis médical, donc d'un kiné, d'un pro de santé. Et à partir des préconisations qu'il m'a fait, donc merci Adri et merci Fred, je leur dis, après des préconisations qu'ils m'ont faites, je me suis construit mon programme parce que c'est aussi mon boulot, mais avec de la progressivité, de la reprise d'intensité petit à petit. J'ai essayé toutes les conneries. J'avais une genouillère spéciale TFL. Ça m'a coûté 70 balles pour pas grand-chose sur le coup. Mais il fallait que j'essaye, tu vois ce que je veux dire. Mais finalement, quand on se blesse et qu'on est allé trop loin, en fait, il y a rarement de surentraînement. En vrai, on s'entraîne jamais trop, entre guillemets, mais on s'entraîne souvent trop par rapport à nos capacités de récupération du moment. Donc, en fait, le conseil que je peux donner sur les blessures, c'est que si la période elle est beaucoup chargée au niveau pro, au niveau perso, il faut lever un petit peu le pied sur l'entraînement. Ce que je n'ai pas fait, par exemple, et je l'ai payé derrière. Après, encore une fois, 2 mois dans une année de 12 et dans une vie de je ne sais pas combien, c'est pas très grave, hein. C'est super intéressant ce que tu dis et du coup j'ai une question parce que tu as dit que tu étais à une intensité par semaine et puis les autres en endurance fondamentale et avec Ouais. 2 entraînements de muscu et tu as voulu changer. Euh, donc toi tu es une personne qui a quand même de l'expérience. Maintenant j'ai remarqué que sur les personnes qui sont, je vais pas dire débutantes, mais on voit qu'il y a plus d'amélioration si on fait 2 intensités par semaine et le reste en endurance fondamentale chez les personnes qui sont potentiellement plus sédentaires, comme on le disait tout à l'heure, plutôt que d'avoir une seule intensité et que le reste en endurance fondamentale. C'est quoi ton avis sur le sujet? À court terme, probablement. Si tu veux faire une montée de forme rapide, c'est facile, hein. Tu fais 4 intensités dans la semaine, ton niveau de forme il va monter très vite, mais il ne va pas être stable. 2 intensités par semaine, chez la plupart des. Après, ça dépend du nombre de séances, hein. Quelqu'un qui s'entraîne 14 fois par semaine, il peut faire 3 ou 4 intensités, hein. C'est le ratio, tu vois, c'est un ratio 80-20. Disons que c'est un ratio d'une intensité toutes les 5 séances. En gros, Ah, mais moi, du je coup, fais à peu près ça. pour quelqu'un qui s'entraîne pas beaucoup par semaine, est-ce qu'il vaut pas mieux qu'il fasse un peu plus d'intensité? Parce que du coup, elle peut pas s'entraîner beaucoup, ou non, vaut mieux vraiment aller sur l'endurance fondamentale? Alors moi, ma question, c'est pourquoi l'intensité? Qu'est-ce qu'on en attend derrière, du coup? Tout dépend toujours à chaque fois de l'objectif du coup. Ouais, et en fait, si tu veux, l'enjeu, tu vas prendre quelqu'un qui fait un semi-marathon, tu vois, 21 kilomètres, parce que pour un 42 à 3 entraînements par semaine, c'est un peu limite. Un semi, je pense que ça passe. S'il s'entraîne que 3 fois par semaine, qu'il n'a pas un gros passif, son enjeu, il est ouf. Son enjeu, il est juste de tenir la distance, en fait, finalement. Donc, il est d'avoir une fréquence de course et de pouvoir courir 3 fois par semaine pendant 6 mois, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Si tu lui fais que des séances faciles, il va pouvoir courir 3 fois par semaine pendant 6 mois. En vrai, tu vois, 2 fois par semaine et une sortie longue le week-end, si c'est progressif, ça va passer. Si tu fais des séances intensives, et ben derrière, s'il n'est pas prêt à les encaisser, au début, ça va passer. Donc oui, il va progresser rapidement, mais sauf qu'au bout d'un moment, s'il ne les encaisse pas parce qu'il n'équilibre pas son système nerveux, par exemple, ou parce que simplement la carrosserie elle n'est pas prête à les encaisser, ou etc., etc., et ben, il va courir 3 fois par semaine pendant 2 mois.
c'est un exemple, hein. Il va bien progresser, sauf qu'au bout d'un moment, bah, ça va plus passer et derrière, il va devoir ralentir la cadence et derrière, il aura perdu des semaines. Donc en fait, j'ai très peu de sportifs, on va dire, c'est des gens qui s'entraînent 4 à 6 fois par semaine, tu vois, pour faire une moyenne. J'ai très, très peu de sportifs pour lesquels il y a plus d'une intensité par semaine. J'en ai 3 ou 4 parce que je sais qu'ils digèrent bien, qu'ils ont besoin de ça. Mais même, je préfère avoir une intensité tous les 15 jours qui est bien faite que ça. Et quand je te parle de ça, je te parle de gens qui ont plus de 800 en Côte Titra, de gens qui font top 10 au 90 du Mont Blanc ou de gens qui veulent faire 4 heures au marathon, hein. On peut individualiser, mais les bases restent quand même les mêmes parce que l'enjeu, en fait, c'est la consistance au fil des semaines. Donc, je ne suis pas un adepte de dire, je l'ai vu passer l'autre fois, quelqu'un qui peut entraîner que 5 fois par semaine, il faut qu'il fasse 4 intensités. C'est oublier qu'on a, encore une fois, comme pour les étirements, c'est oublier qu'on a un système nerveux et c'est d'avoir que le prise de la physio et des filières. Mais en fait, l'être humain, il est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je suis très prudent là-dessus. Pour toi, c'est quoi les indicateurs clés de la performance que tu suis chez les personnes que tu coaches? Le plaisir à l'entraînement, donc les retours qu'ils peuvent, non mais c'est vrai, hein, les retours qu'ils peuvent me faire, je communique par messagerie, hein, avec eux. Les retours qu'ils peuvent me faire, comment ça s'est passé, comment ils se sentent en ce moment, et cetera. Après, j'ai une application où ils mettent aussi des commentaires dedans, donc en fait, c'est la verbalisation. Voilà, déjà, ça c'est le premier indicateur, c'est la verbalisation, qu'elle soit par messagerie, qu'elle soit par téléphone, par message vocal, par n'importe quel moyen, c'est la verbalisation de leurs sensations. Donc ça, c'est le premier point que je regarde. Le deuxième point, c'est le RPE, donc c'est-à-dire le ressenti, en guillemets, la difficulté perçue en tout cas. C'est une note de 1 à 10, hein, 1 étant très, très facile et 10 étant un effort maximal. Et ça, je Pour suis chaque beaucoup. entraînement ou sur le ressenti sur la semaine? Toi, tu le fais. euh, pour le mois et pour chaque entraînement, je vais t'expliquer en fait. J'ai un code couleur. Vert, c'est très facile et rouge, c'est très dur en fait, en gros, hein. Et puis entre les deux, il y a du bleu et du orange. Et une séance, une seule séance, un RPE sur une seule séance, ça m'intéresse. Je ne peux pas en tirer grand-chose, tu vois. On sait tous ceux qui s'entraînent, il y a des jours ça va bien, des jours ça va un peu moins bien. Par contre, quand je regarde le mois, ou les 2 semaines ou les 3 semaines sur leur agenda, et que si je vois qu'il y a plein de bleus et plein de verts, je me dis, oh, c'est cool, et de temps en temps un peu de rouge, je me dis, bah, c'était un peu ce qui est prévu, ça a l'air de bien se passer. Quand je vois que sur 4-5 séances de suite, c'est dans le orange, je me dis, il y a un truc qui va pas comme on veut. Qu'est-ce que c'est? Alors après, tu t'analyses bêtement, hein. Tu dis, avant d'aller regarder les datas, hein, tu dis, attends, mais là, on a eu du froid pendant tel jour, là, il s'est mis à faire chaud d'un coup. Oui, ben, l'explication, elle est peut-être là. Donc, tu checkes avec la personne éventuellement ou pas, et tu vas un petit peu derrière. Mais c'est ces tendances-là, hein, avant de parler de courbe, c'est juste qui saute aux yeux. Et donc, c'est le RPE, c'est le vrai indicateur après la verbalisation qui me sert le plus. Et après, de ça découle le monotonie et le ratio aigu chronique, mais ça me parle pas en endurance, j'arrive pas à y trouver quelque chose. Le monotonie, en fait, qui donne un peu la tendance, si l'entraînement est adapté ou pas, où je peux checker un peu de temps en temps, mais principalement la verbalisation et le plaisir, du coup, et le RPE. Et du coup, tu ne regardes pas si... Enfin, après, ça dépend aussi des entraînements, si la VMA a augmenté ou s'ils font de meilleurs temps ou ce genre de trucs. Non, c'est vraiment plus le RPE qui joue. Je teste très peu. Même la VMA, je la teste pas. Je la teste chez quelqu'un. En fait, c'est un outil pédagogique. C'est-à-dire que si on en revient comme aux charges lourdes, par exemple, mais c'est si la personne stagne et physiologiquement, et moralement, et mentalement, peu importe de n'importe quelle manière ou de plusieurs, se dire qu'il faut qu'on change quelque chose dans son entraînement. Bon, bah écoute, on va calibrer parce que c'est le moment, là, on a besoin. Donc, on va faire un test et ça va nous servir, le test, en fait, à déterminer les séances qui vont suivre derrière, hein. Test de VMA, test de temps de soutien, tu répartis, etc. Mais ça, en vrai, autant quand je bossais à la fédé de ski, oui, on pouvait regarder les évolutions de VO2 ou de VMA. Autant chez les amateurs, il n'y a pas assez de consistance à l'entraînement pour en tirer vraiment quelque chose, je trouve. Un vrai test qui marche bien, par exemple, on va encore me dire que c'est tiré par les cheveux, j'en ai pas beaucoup, mais ça marche très 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 bien.
Il y a deux indicateurs en vrai qui marchent super bien et que les gens peuvent s'appliquer. C'est que vous prenez un tour d'à peu près 1 heure que vous faites, enfin quelqu'un qui court bien, mais ça peut être une demi-heure chez quelqu'un qui court un petit peu moins bien, peu importe, en mode trail ou pas d'ailleurs, et vous le faites à allure modérée. C'est-à-dire que vous ne tirez pas dessus, mais vous courez normal, tranquillement. Et ben, le temps que vous mettez à faire le tour, à allure modérée, c'est un vrai bel indicateur d'état de forme du moment. C'est-à-dire qu'en début de prépa et en fin de prépa, tu vas mettre 5 minutes de moins sur ton tour d'1 heure, en fait, s'il y a un peu de dénivelé et tout. Et ça aide à savoir où ça en est. Faut pas à chaque séance se tester. C'est pas ça que je veux dire, mais on dit ça passe bien. Tu vois, je sais pas, j'ai un truc, moi je monte au Mont Salah au-dessus de chez moi, c'est à 1515 mètres d'altitude, j'ai 8 bornes aller-retour avec 400 des plus. Et ben, je sais que quand je suis en forme, je mets 1 heure assez facilement. Et quand je ne suis pas en forme, je mets 1h10 assez facilement. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour donner ça. Et l'autre truc qui marche bien, c'est la récupération quand on fait du tempo, par exemple, entre les séries. C'est si le cardio redescend vite entre les séries. Ça t'aide quand même à te dire ouais, bah là, en ce moment, ça va bien. Ou non, j'ai un petit peu de fatigue parce que ça ne redescend pas. Et bah, du coup, on en vient, j'allais parler de la récupération. Comment toi, tu abordes un peu la récupération dans tes entraînements, euh, suivant les athlètes que tu suis? Eh ben, dans la répartition de la charge d'entraînement, déjà, c'est le premier point déjà pour récupérer, c'est-à-dire que sauf si je le cherche, le lendemain d'une séance dure, il y a toujours une séance facile, voire un jour de repos, peu importe. Mais ça, c'est important en fait, on récupère des efforts qu'on a fait la veille, comme on ne récupère pas d'efforts qu'on n'a pas fait. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'entraîne 4 ou 5 fois par semaine, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de mettre en branle une armada de procédés de récupération non plus. Mais en tout cas, quand on a fait une vraie bonne séance, derrière, on récupère. Ou ça peut être, si on joue sur la densité d'entraînement, ça m'arrive de le faire, intensité le samedi, sortie longue le dimanche, qui est une forme d'intensité par exemple. Le début de semaine suivant, sur 2-3 jours, c'est un peu aligné, mais je pense que tu vois la mécanique où je veux en venir. Donc ça, c'est le premier point. Elle se fait aussi justement en ne mettant pas toujours de l'intensité aux gens, donc en leur laissant le temps de reconstruire entre plusieurs séances d'intensité, tu vois ce que je veux dire, avec d'autres séances là-dedans. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'organisation de l'entraînement. Ça, moi, je peux agir dessus. Et c'est mon boulot d'agir dessus d'ailleurs. Et ensuite, c'est la progressivité fait que, par exemple, une séance de 5 heures de trail, par exemple, si j'ai bien entraîné la personne, en 3 jours, elle va récupérer. Je ne parle pas d'une course, mais d'un truc. Donc, c'est-à-dire que l'entraînement avant aide à récupérer. En fait, on devient de plus en plus fort et on récupère. Si je l'ai mal entraîné, une séance de 5 heures, elle va avoir des courbatures pendant une semaine et c'est qu'on s'est planté. Tu vois, donc ça, je peux agir sur ça en termes de récupération. Et ensuite, c'est les conseils que je peux donner, c'est sur la nutrition et l'hydratation à l'effort, parce que ça, c'est mon rôle. Au quotidien, c'est un peu moins mon rôle, c'est-à-dire penser à boire suffisamment pendant l'entraînement. C'est bête, et en dehors, mais c'est des rappels. Quand il y a des séances longues ou de l'intensité de l'entraînement, pensez à faire des recharges glucidiques pendant et après. Toi, typiquement, au-delà d'1 heure et demie d'effort, je conseille aux gens d'avoir de la boisson, éventuellement un apport solide ou semi-solide, par exemple. Et ça, c'est aussi mon rôle parce qu'en fait, finalement, si tu apportes des réserves énergétiques suffisantes pendant ton entraînement, eh ben, tu puises moins dans tes réserves et derrière, tu vas mieux récupérer. Et le but du jeu de chaque entraînement n'étant pas de vider ses réserves à fond. Enfin, ça marche pas. Ça revient avec l'intensité, donc c'est de pouvoir amener de la consistance. Donc ça aussi, j'agis dessus par rapport aux conseils que je peux leur donner et ce qui leur permet de préparer aussi la compétition. Et ça s'arrête là, parce qu'après, bien dormir, bien boire et bien manger, c'est des vrais piliers. Sauf que c'est plus mon rôle, par exemple, tu vois, sur le coup. Par contre, on sait que bah oui, bien dormir, bien manger, bien boire, c'est 95% du job qui est fait. Et je dirais même, en fait, non. Pour moi, c'est 50% du job. C'est 45%. Les 50 premiers pourcents, c'est l'entraînement. Les 45%, c'est la vie à côté. Les 5 autres pourcents, c'est ce qu'on peut aller chercher un petit peu à côté. Et toi, il y avait une méta-analyse qui avait été faite sur les procédés de récupération. Et le massage, finalement, c'était un procédé de récupération efficace. Et donc, la cryo, c'était moins, comment dire, c'était moins marqué parce qu'en fait, ils prennent juste les marqueurs d'inflammation. Sauf que si toi, Mehdi, quand tu fais de la cryo, tu sens que ça t'apaise et ça te relâche, c'est le meilleur moyen de récupération pour toi.
Moi, j'ai passé 10 ans à me coltiner -20 degrés en Russie ou en Finlande. Je t'avoue que la cryo, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Tu vois ce que je veux dire? Je ne serais pas du tout détendu en faisant, sauf si j'ai une pathologie, mais tu vois ce que je veux dire? Donc ça, tous les procédés-là, il faut arrêter de dire que tel ou tel procédé est supérieur à l'autre. En fait, ça dépend de l'afférence et de l'appétence qu'il y a pour chacun des procédés. Je ne sais pas si ta question, c'était par rapport à ça, par exemple. Si, non, c'est très bien. Mais du coup, on en arrive un peu à la nutrition. Alors, donc tu as dit ce que tu conseillais les personnes durant les entraînements. Qu'est-ce que tu leur conseilles précisément de prendre, peut-être avant, pendant et après, en termes de liquide ou même de solide? Ouais, je suis vraiment sur le pendant et c'est un éternel apprentissage, en fait, l'entraînement, finalement. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui prépare une course de 10 heures, qui va durer 10 heures, par exemple, c'est un exemple, ben, si pendant ces 10 heures, elle boit que de l'eau, ça risque de pas bien se passer. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir lui apporter qu'elle apporte des sources de glucides, principalement, de protéines éventuellement, encore que sur 10 heures, mais peu importe, en tout cas, au moins des glucides, du sodium et de l'eau, pour faire simple, éventuellement les électrolytes, mais en gros, c'est à peu près ça. Donc, en fait, ce que je conseille à l'entraînement, en fait, vu que c'est un apprentissage, c'est de se dire, déjà au début, essaie de trouver quel produit tu arrives à manger, quelle boisson tu arrives à digérer. Tu vois, ça passe déjà par là, tu vois, en disant, j'essaye, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça va moyen, etc. Et ça, c'est sur les sorties longues et même parfois sur les intensités. Parce que, en fait, de voir si je suis capable de digérer quelque chose avec le tube digestif qui est déjà bien entamé. Toi, ça aide aussi. Donc, c'est ce conseil-là. Le premier truc, c'est de trouver ce qui leur convient. Et après, c'est sur les sorties longues, c'est de trouver la quantité qui leur convient. Et tu vois, on a eu la discussion justement avec Méline Rollin l'autre fois. Je reviens là-dessus parce que c'était il n'y a pas longtemps. Elle disait que sur même son marathon, là, quand elle fait le record de France, elle est finalement, entre guillemets, que à 60 grammes de glucides par heure. Mais c'était déjà plus que la fois d'avant, mais ce n'est pas l'absolu de 90 grammes. Et si tu veux, on lit par exemple beaucoup 90 grammes, mais en vrai, 90 grammes, pour te les coltiner sur 20 heures de temps, je pense qu'il te faut un sacré paquet d'années devant toi et ça t'y arrivera peut-être jamais. Donc, toi, il faut toujours rester mesuré. En fait, c'est comme l'optimum, c'est comme l'entraînement, en fait, la nutrition sur le coup. C'est que oui, de faire du 5x5 lourd en muscu et de la plio haute, c'est le Graal pour être optimiser la performance. Mais tout le monde n'est pas capable d'y aller et les 90 grammes de glucides, c'est pareil, en fait, finalement. Donc, tu vois, il faut le prendre. Donc, en gros, je leur conseille juste de tester. Et moi, pour avoir fait des assistances tu vois, mon ultra, il était pas long, c'était 106 bornes, ça m'avait pris 15 heures, je crois. C'était pas 40 heures, tu vois ce que je veux dire, quand j'avais fait les Templiers. Et quelqu'un va avoir fait des assistances de TDS ou du TMB, bah après, tu donnes à bouffer un gamin, hein, il arrive au ravito, tiens, prends une cuillère de ça, un an, bah tiens, va prendre une cuillère de ça, ah oui, ça c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Donc après, tu fais un peu comme tu peux, et les gens, c'est de trouver un peu ce qui va passer le jour J, et je pense vraiment qu'au-delà des 10 heures d'effort, c'est pas qu'il y a plus de règles, mais il y a moins de règles. Il faut arriver à apprendre ce qui va passer aussi, les saucissons, les tucs, le coca, les bonbons, il faut faire confiance à son intuition, tu vois, par rapport à ça. Et bref, pour en revenir à ça, les conseils que je donne justement, c'est déjà de tester ce que vous allez pouvoir manger à l'entraînement, que vous allez bien digérer, que vous allez pouvoir bouffer pendant 10 heures. Tu vois, c'est un exemple, mais c'est surtout ça. Petite question plus un peu, je vais pas dire philosophique, mais est-ce que pour toi c'est important quand même que le coureur un peu il se reconnecte à ses sensations? Et si oui, comment est-ce qu'on peut y arriver à, à voir est-ce Mm. qu'aujourd'hui ça va, est-ce que ça va pas, comment on ressent ça et comment on s'y prend? Ah, c'est pas que c'est important, c'est que ça, c'est indispensable par contre. Notamment si on parle de trail, parce que moi, je veux bien qu'on parle de VAP, qu'on parle de fréquence cardiaque, qu'on parle de tout ce que tu veux, mais le jour J, en vrai, quand tu es dans la montagne, ta météo, elle va changer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu es tout seul avec ton couteau, ta montre, pour avoir l'heure et savoir combien de bornes tu as fait, mais tes sensations, elles sont là. C'est est-ce que dans la descente, je peux faire. Est-ce que je peux envoyer ou pas? Est-ce que j'ai de la marge pour envoyer ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Et les sensations, elles sont super importantes. Après, peut-être sur des courses type un skyrunning où c'est plus court, oui, tu peux te dire je vise une allure cible parce que le ratio de dénivelé il est comme ça, mais ça concerne 0,05% de la population, tu vois ce que je veux dire. Et j'en avais parlé avec Fred Tranchant, qui était donc troisième mondial en skyrunning.
lui est beaucoup sur la sensation aussi et c'est pas anodin non plus, tu vois ce que je veux dire? Parce que le trail, je trouve aussi, mais même la course, hein, marathon, comme je le perçois, c'est la liberté, tu vois, c'est d'aller courir, d'aller se faire plaisir. Et du coup, si on n'est pas à l'écoute de nos sensations, quand on est dans la nature, quand on est en train de profiter, je trouve que c'est pas l'essence de ce sport, même si chacun a une conception un peu différente, et c'est pas l'essence de la progression. Parce que si tu es que en train de regarder ta montre, si tu n'as pas dépassé ta fréquence cardiaque, si tu es bien dans la bonne zone, bah, je sais pas, le jour où tu te sens bien et la petite bosse là, tu dis ah, tiens, je vais me la monter en courant, hop, puis je vais faire une bonne relance. Bah là, tu vas franchir un sacré palier en fait dans ta progression. Alors pas que à cause de cette bosse là, hein, tu vois ce que je veux dire, mais à cause de dire ah tiens, j'ai joué avec le terrain, je sais faire, c'est ma sensation. Je sentais que je pouvais y aller, j'y suis allé, ça passe bien et je progresse ainsi de suite. Et d'ailleurs, j'en reviens sur l'intensité. Pourquoi aussi je programme qu'une séance d'intensité par semaine? Parce que ce que je veux que les gens puissent faire, c'est dans leur sortie longue, c'est qu'ils jouent avec le terrain. J'ai pas dit qu'il fallait qu'ils se mettent une cartouche pendant 4 heures, mais se dire si sur 4 heures de séance, il y a eu 20 minutes au-delà de la zone, c'est pas grave, tu vois. Et ça, tu peux le faire si il te reste un crédit en fin de semaine, entre guillemets. Si tu as tout usé en faisant 3 intensités avant, il te reste plus grand-chose, quoi. Mais pour en revenir à ça, ouais, c'est important. Et pour faire à ça, je demande aux gens de jouer avec le terrain. Je donne beaucoup de consignes de séance au RPE et à la capacité à parler. Tu vois, la fréquence cardiaque, c'est juste un moyen de contrôle sur le coup. C'est pas vraiment indispensable de ce que j'en pense. Et il y a plein de gens, tu vois, tu me parlais de VMA, mais de tout niveau. Et quand je dis de tout niveau, oui, c'est les 2,30, un peu de plus au marathon ou les plus de 800 ITRA aux débutants. Je ne connais pas leur fréquence cardiaque maximale et je ne connais pas leur VMA, je ne connais pas leur seuil et encore moins leur vitesse critique. Parce que il y en a, c'est souvent chez les niveaux intermédiaires qu'on a besoin de savoir ça en vrai. Chez un débutant, c'est pas indispensable. Chez un expert, pour moi, c'est pas si indispensable que ça parce qu'ils se connaissent bien. Je généralise, hein, il y en a qui vont adorer ça, donc il faut leur offrir ça. Chez les intermédiaires, ouais, parce que quand ils stagnent un peu, peut-être que d'objectiver, ça peut aider, et que la sensation a des limites. Et toi, c'est intéressant que tu me poses la question, parce que typiquement, si je fais un cycle de VMA, un test de VMA, temps de soutien, cycle de VMA, je vais jamais au bout avec les gens finalement du cycle parce que je le remets en place parce que j'ai des remarques de certains d'entre eux qui me disent ouais mais écoute c'est bien beau la sensation mais je trouve que pour mon marathon ça m'aide pas parce que j'ai besoin de bosser à une allure et là bah, c'est sûr que la sensation s'ils se connaissent pas beaucoup ça marche pas donc du coup je fais un coucou à Annelise par exemple c'était son cas elle m'a demandé et moi je suis coach hein, je suis pas là pour avoir raison je lui dis ok bah voilà il y a tel outil qui existe enfin je dis pas comme ça mais c'est ça c'est un test ok on teste on calibre on avait un cycle de 10 séances de prévu, elle en a fait 3, elle a dit oui, bah, c'est bon, j'ai compris. Tu vois, je reviens à la sensation, et peut-être que d'autres iront jusqu'au bout, mais apprendre quand même à savoir quelle marge de manœuvre on a, en fait. Tu vois, la sensation dans mes jambes, quand il se passe ça dans mes jambes, c'est qu'il me reste un peu de marge, ou que non, il ne m'en reste pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça, Ouais, mais c'est quand même hyper difficile parce que, ouais. en plus, on en a parlé un peu au début. Aujourd'hui, les personnes, elles n'ont pas vraiment le temps, elles ont 1 heure par jour, etc. Donc, en fait, on leur demande d'avoir des sensations, mais elles sont stressées, etc. Donc, est-ce que c'est pas un peu biaisé? Par exemple, on pourrait dire, en plus, tu vois, enfin, on parle de RPE, elle pourrait dire que je suis RPE 8. En fait, en vrai, elle est RPE 5. C'est juste que bah, elle a eu une journée un peu, voilà, c'est une semaine difficile. Du coup, c'est hyper dur de se baser sur un ressenti plutôt que sur une allure ou autre chose. Bah, on en revient au fait de ne pas s'enflammer avec les séances d'intensité et des trucs comme ça, parce qu'en fait, le jour où tu fais ton intensité, tu l'as fait sur de la fraîcheur la plupart du temps pour pouvoir te connecter à tes sensations et voir ce qui se passe, parce que c'est aussi un moyen d'apprentissage. Et pareil sur ta sortie longue, tu vois, on parle toujours de physiologie, mais on parle jamais de pédagogie en fait sur les réseaux et dans l'entraînement. Et pourtant, Dieu sait si c'est important et si on devrait tous plus encore s'y intéresser. Et ça, sur le coup, bah, c'est un chemin. C'est pour ça que tu prends le temps de construire avec de la progression. Et j'ai même dans certains cas, tu vois, j'en ai une quarantaine qui l'ont fait depuis le début d'année. Je l'ai mis en accès gratuit en plus. Alors pas la version plus dure, mais la version de base, le protocole Zephyr vous le retrouvez depuis mon Insta sur le site, où j'ai un protocole d'intensité que à la sensation. Et ça aide à apprendre à se connaître aussi. On va faire la différence entre un 5 et un 6, et entre un 6 et un 7. Alors Zephyr, il est gentil, il n'y a pas le 8. C'est Boré qui a, mais celui-là, je ne l'ai pas diffusé parce qu'il faut être un peu avancé pour le faire. Mais tu vois, ça s'apprend. Et pourquoi pas, ça, je ne le bosse pas comme ça avec les gens. Mais
d'apprendre à faire la différence entre un 1 et un 2 et un 2 et un 3. Et tu verras que c'est dur. Et par exemple, sur Zephyr, je la fais très simple, hein. C'est tant de minutes à RPE 5, tant de minutes à RPE 6 et tant de minutes à RPE 7, et ça varie d'une séance à l'autre. Et ben les gens, ce que je vois, et même moi la première fois quand je l'ai testé, parce que je teste toujours avant de faire tester à des gens que j'ai confiance et après je remets, ben moi quand je l'ai testé, entre mon 5 et mon 6, j'avais presque pas de différence d'allure, et entre mon 5 et mon 7, j'avais un énorme gap, tu vois ce que je veux dire? Et ça t'aide à trouver un petit peu cette frontière-là. Et en fait, la sensation, elle t'aide quand tu es entre deux. C'est-à-dire entre deux seuils, sans rentrer dans le début, mais à partir de quel moment tu passes un peu autour, tu tournes autour du premier seuil, autour du deuxième seuil, et là, l'allure, si tu vas un peu trop vite, ça va mal se passer. Et si par contre, à l'entraînement, tu fais jamais la connerie d'aller un peu trop vite, en fait, tu vas jamais savoir ce qui se passe, quoi. Ouais, tester ses limites pour savoir Ouais. à peu près. Ouais. Et pas sortir, pas toujours finir en vomissant, même jamais, hein. Mais tester un petit peu en disant ça passe, puis bah merde, ça passe pas, je ralentis. Et si à la fin de ta séance, bah, écoute, tu as été un peu trop vite sur tes séquences, ta séance, elle n'est pas ratée. Elle est juste que tu as été trop vite, tu le sais, puis la fois d'après, bah, tu seras meilleur, quoi. Finalement, est-ce que c'est pas se poser les bonnes questions, entre guillemets, ou même se poser la question tout simplement et se dire, OK, c'est quoi mon ressenti là, maintenant, tout de suite? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les personnes allaient beaucoup trop vite tout le temps. OK, j'y vais, je fais, je suis, je machin, je regarde, ah, je suis à 5, etc., etc. Mais en Mhm. fait, jamais, à aucun moment, elle s'est posé la question, mais là, comment je suis physiquement ou Mhm. mentalement, là, comment c'est? Mhm. Oui, bah, les questions à se poser, c'est de quoi j'ai besoin enfin, de quoi j'ai envie déjà pour commencer, de quoi j'ai besoin et comment je me sens quand je suis en train de pratiquer. Enfin, franchement, toi, tu fais du trail, tu fais du long, il y en a plein qui l'ont fait, même un marathon, même tout ce que vous voulez, même un 10 bornes, hein, à un moment, ça va pas comme tu veux. À un moment, dans la course, c'est rare que ça aille comme sur des roulettes tout le temps. Donc, en fait, il te faut les compétences pour faire face à ça. Et ça, si tu as toujours tout calibré à l'entraînement et que tu as toujours tout bien fait, bah, le jour où ça se passe pas comme tu veux, bah, tu sais pas comment le gérer, quoi. Mais après, ça, c'est mon avis à moi, hein. Il y a d'autres entraîneurs qui vont tout contrôler. Et ça va très bien marcher aussi, tu vois. Mais vu que tu m'invites, je me permets d'exprimer sur comment moi je vois les choses, hein. Non, non, c'est hyper intéressant. C'est quoi ta position sur l'utilisation des compléments alimentaires? Est-ce que, alors je vais pas dire obligatoire, est-ce qu'il y en a qui sont indispensables ou non, pas du tout avec l'alimentation quotidienne, si elle est correctement gérée, c'est largement faisable? C'est dur à dire parce que on ne sait toujours pas si l'alimentation elle s'appauvrit ou pas finalement. Apparemment oui, mais le débat fait encore rage, on va dire ça comme ça. Eh ben, Mais écoute, c'est ah, extrêmement vas-y. intéressant ce que tu dis parce que j'ai enregistré un épisode là-dessus. Ah, Alors, au moment où celui-ci sort, je ne sais pas s'il est déjà sorti, mais c'est un épisode avec Johanna Calvarin où on parle effectivement de tout ce qui est vitamines, etc. dans les fruits et légumes. Donc, chers moi auditeurs, je vous j'écouterai ça. inviterai à aller regarder, Ouais, d'aller écouter cet épisode. ouais. Et mais pour en revenir à ça, je sais pas. Par contre, indispensable, c'est pareil, non. Enfin rien, pas grand-chose n'est indispensable. Après, utile, oui. Typiquement, alors là, je parle de moi parce que je ne suis pas conseiller en complément alimentaire, donc je vais juste parler sur moi. Moi, par exemple, je prends magnésium toute l'année, quasiment. Enfin, je prends pas magnésium, je prends le ZMB de Monsieur Koya, de Superphysique. Donc, zinc, magnésium et vitamine B 9 de tête. Je ne l'ai plus en tête, mais bref, parce que pour plein de raisons et parce que surtout qu'on transpire beaucoup et je pense que tous les sportifs, on a quand même besoin de magnésium. Et le seul autre complément que je prends, c'est les super oméga 3, toujours de chez Rudy, parce que je ne mange pas beaucoup de poissons en fait finalement, donc je pense qu'il faut que je compense ça. Comme le renforcement musculaire compense que la course à pied n'apporte pas, tu vois, sur le coup. Et c'est à peu près ça. Après, pour aller plus loin, je pense que des analyses de sang, c'est quand même intéressant de savoir s'il y a des besoins ou pas, mais je serais toujours prudent. Et tu vois, moi, je ne conseille jamais aux gens que je coach de prendre tel ou tel complément parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Magnésium, souvent, je peux leur dire oui, parce qu'apparemment, il n'y a pas trop de risque de surdosage, on en a souvent besoin. Les oméga 3, éventuellement, je pense, mais je ne le conseille pas plus que ça. Après, toi, c'est pareil, à un moment, c'est la mode de prendre du fer, mais le fer, si tu n'en as pas besoin, je suis pas sûr que ton foie, il aime bien, que ton système, tu vois, il faut prendre avec des pincettes et prendre des produits de qualité, en tout cas.
Oui, bah d'ailleurs, en parlant de produits de qualité, hein, chers auditeurs, comme vous le savez, avec Innat We Trust, on a développé Oui. un scanner, hein, le ScanNuts, qui permet de comparer les produits alimentaires pour sportifs sur toute la chaîne de valeur du produit, que ce soit la santé, la nutrition, l'éthique ou même l'écologie. Donc, pour ceux que ça intéresse, allez-y sur innutswetrust.fr pour tester ça. Mais effectivement, hein, comme tu dis, de toute manière, la base, tu l'as dit dans l'épisode, c'est la nutrition, l'entraînement, puis le sommeil, hein, c'est ces 3 piliers qui sont extrêmement importants et on ne peut pas venir compenser quelque chose qu'on fait mal dans la nutrition par un complément. Parce qu'un complément, c'est enfin, il y a un procédé, il y a une transformation, la biodisponibilité, elle n'est pas forcément la même que dans une matrice alimentaire et complète d'un aliment. Donc, c'est d'abord on mange correctement et ensuite, effectivement, vu qu'on est sportif et qu'on fait peut-être pour certains 4, 5, 6 entraînements par semaine avec des fois des hautes intensités, on peut venir compléter avec des compléments. C'est le but d'un complément, quoi. Mais on ne vient pas pallier quelque chose qu'on fait mal dans l'alimentation. Enfin, après, ça, c'est mon point de vue. C'est juste, je te rejoins à 100%. Et c'est pour ça que je conseille pas les gens que j'entraîne, parce que je sais pas ce qu'ils bouffent au quotidien, donc j'ai rien à leur dire. Ouais, bien sûr. Eh ben, écoute, j'aimerais qu'on finisse un peu par. C'est quoi un peu les pièges à éviter euh, au niveau de la PPG, de l'entraînement comme ça, force, pas force, etc. Pour toi, si les auditeurs là, nous écoutent et se disent ah bah je veux faire du renforcement musculaire, là, allez, let's go. euh, Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire ou peut-être mieux, peut-être qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bah, y aller progressivement. Et y aller progressivement, je parle de ça pas uniquement en termes de charge à lever, mais en termes d'apprentissage de mouvement et en termes aussi de complexité de séance et de complexité de mouvement. Et par exemple, le conseil vraiment que je peux donner, tiens, chez quelqu'un qui débute, c'est le principe de variété spécialisée. C'est-à-dire que si vous zappez, si vous faites 10 000 mouvements à chaque séance et vous changez d'une séance à l'autre, vous n'allez pas apprendre grand-chose, de mon point de vue, hein, tu vois ce que je veux dire. Ça se discute, hein. C'est de choisir un mouvement, typiquement une fente, c'est un exemple, et puis d'aller un peu explorer tout autour de la fente. Et quand je dis variété spécialisée, fente avant, fente arrière, tu vois, mais juste ce mouvement-là, je me concentre sur bouger mon corps différemment. Tiens, je mets un peu plus lourd, je vois ce qui se passe, etc. Et c'est de choisir, pour moi, 4 mouvements: un mouvement de tirage, un mouvement de poussée, un mouvement de flexion de genou, un mouvement de pivot de hanche, plus le gainage, évidemment, ça paraît indispensable, j'en ai pas parlé, mais ces 4 mouvements-là, et encore que, hein, tu fais un tirage horizontal, tu sollicites le gainage, pardon, mais enfin davantage en tout cas, tu choisis ces 4 mouvements-là, tu te fais tes circuits autour et tu regardes un petit peu comment tu progresses là-dedans, parce que si tu changes, il vaut mieux maîtriser bien un mouvement. Et puis après, derrière, on va pouvoir monter en charge. Et après, quand on stagne un peu, bah, soit on se dit, bah, je ne peux plus monter en charge parce que hop, mon dos, il ne supporte pas si je monte plus haut, par exemple. Bah, soit je renforce mon dos et j'y reviens, soit je change de mouvement pour créer des nouvelles adaptations, tu vois, par exemple. Donc, je dirais de ne pas se disperser, en tout cas. Super, eh ben, merci beaucoup. On arrive Merci tout à toi, doucement Mehdi. à la dernière question de l'épisode. C'est quoi ton petit Oui. plaisir coupable alimentaire? Ta collation, ton snack favori? Ça peut aussi être un plat ou un simple aliment. Alors, franchement, le premier truc qui me vient, c'est quand il fait vraiment chaud, c'est un coca, après la séance. Ouais. Ah, tu prendrais un coca après la séance? Ah ouais, un coca bouteille, ça c'est vraiment, enfin bouteille en verre, hein, tu vois ce que je veux dire. Et au niveau de la Et récupération, pour toi, ça n'a pas d'impact parce que vu que le coca, alors au-delà du sucre, après la séance, le sucre, c'est pas le mm, problème, mais c'est plus au niveau du pH qui fait que c'est quand même un aliment hyper acide. Et du coup, au niveau de la récupération, enfin, ça n'aide pas, quoi, on va dire. ouais, c'est vrai aussi, mais je me pose pas la question sur le C'est ton coup. plaisir. Oui, oui, non, mais Ouais, c'est le la plaisir question, coupable. c'était ton plaisir. C'était pas. Mais après, tu vois, je me pose une question, tu vas peut-être y répondre. Le pH d'une boisson isotonique, il est comment? Eh ben, c'est pareil, ça dépend de la Mm, boisson. mm, De toute manière, la meilleure boisson de récupération, c'est, tu l'as dit, c'est l'eau. mm, Ensuite, dans l'eau, donc une eau minérale, une eau hyper minéralisée, le pH il est élevé, il n'est pas acide, il est alcalin, donc il n'y a aucun mm. problème là-dessus. Et ensuite, après une séance, ben, prendre un peu de glucides, surtout en endurance, c'est extrêmement important. Donc le glucide, ça peut être différentes choses. Le meilleur glucide, on va dire, ça va être un fruit ou ce genre de Mm. choses, parce qu'on reste dans une matrice alimentaire. Maintenant, si ensuite on veut se créer une boisson, bah, après, effectivement, il y a différentes choses, hein. On a la malto, etc.
Mais voilà, la meilleure chose, c'est de prendre un fruit, quoi. Ou alors un sirop de fruits. Mais il faut faire attention parce qu'au niveau des sirops, il y en a qui sont quand même pas mal ultra transformés et on vient mettre du sirop de glucose. Du coup, on n'est même plus sur un sucre naturel, entre guillemets. On est sur un produit vraiment ultra transformé où un indice glycémique très élevé, potentiellement néfaste pour la santé. Donc, si on veut rester sur quelque chose de naturel, ça va être eau minéralisée, hyper minéralisée ou même l'eau du robinet, il n'y a pas de problème. Et un fruit pour apporter les glucides, quoi. Ou après, on peut prendre aussi des glucides un petit peu plus complexes, il n'y a pas de problème, quoi. Mais au niveau de l'eau, ouais, c'est ça. Ouais, merci du conseil que je ne suivrai pas après mes sorties longues. Je garderai quand même le coca en me sentant coupable parce que je ne remets absolument pas en cause ce que tu m'as dit. Mais quand je t'ai dit le coca, c'est surtout après une intense ou une sortie longue, hein. Mais Oui, c'est le après, comme plaisir dit, coupable. c'est ouais, voilà, c'est le petit plaisir. Après, je pense que tu bois aussi suffisamment d'eau, etc., pour récupérer. Et tu vas pas boire 2 litres de coca pendant 3 jours constamment, quoi. Non, non, le coca et les bonbons, j'ai un petit problème avec ça des fois. Mais c'est pour ça que j'en achète jamais. C'est la meilleure solution pour pas en manger. Ouais, ouais. Eh ben, écoute, Nicolas, je te remercie beaucoup. Si on veut un petit peu plus de toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors sur Instagram, donc la page c'est agile.training. Le podcast qui s'appelle Endurance 30, donc il est partout, sauf sur Deezer sur le coup, mais en tout cas Spotify, Apple, Google. Qu'est-ce que Tu j'ai n'aimes pas d'autre? 10 heures? Non, en fait, tu sais quoi? J'ai rien contre Deezer, mais je devais passer par Acast et après ça me saoulait. J'oubliais de faire un épisode sur 4 et du coup j'ai abandonné. Non, c'est juste ça. J'ai rien contre Deezer. Ça et mon. Bon, après, depuis mon Instagram agile.training, il y a tous les liens, Linktree, là, il y a donne le truc. Et mon livre, c'est sur www.prépa-endurance.com pour ceux qui le veulent. Et puis voilà. Bah super, je mettrai tous les liens en tout cas dans les notes de l'épisode pour ceux Cool. qui sont intéressés. Et puis sinon, effectivement, sur le Instagram avec le Linktree, accès rapide à tout. Je pense que Mhm. les gens ont l'habitude. Ouais. Eh ben, écoute, Nicolas, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour toutes tes explications. Ça a été un Merci à toi. super épisode. On a enregistré là pendant 1 heure et demie. Très, très intéressant. J'espère que les auditeurs auront appris beaucoup de choses. Et puis, je te dis à une prochaine pour un prochain épisode. Allez, au revoir tout le monde. Salut! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt! Maintenant, tu le sais.